Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Si tu viens d'arriver sur ce direct, prépare-toi parce que c'est très intéressant. Il y a des images surprenantes. Eh bien, ce qui se passe dans le monde, les informations internationales en détail, et vous savez déjà comment ça se passe. Merci beaucoup de nous accompagner. Partagez, mettez un like. Et passons aux détails. Une étrange lumière est apparue en Italie, mais aussi dans la zone 51, un avion est apparu, et on ne sait pas exactement à qui appartient cet avion. Que se passe-t-il là-bas? Expérimente-t-il quelque chose dans la zone 51? Parlons maintenant de l'explosion volcanique survenue aujourd'hui au Mexique. Au fait, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Israël et dans d'autres régions du monde. Évidemment, allons dans les détails. Préparez votre café. Si tu nous regardes depuis ton travail, si tu conduis, garde juste les yeux sur la route, mais évidemment merci à tous ceux qui nous accompagnent. Passons aux détails, aux informations et commençons. Eh bien, nous commençons avec cette image. En vérité, c'est surprenant. Une lumière étrange est apparue en Italie, et selon ce qu'on dit, elle a un comportement assez étrange. Dans laquelle, eh bien, il s'agit de deux lumières qui apparemment se séparent, et qui, selon ce qu'on dit, eh bien, sont là. Elles opèrent d'une manière qui dépasse toute logique. Par exemple, c'est ça. Ce que vous venez de voir n'a pas d'explication. Ce n'est pas clair. Certains disaient que cela ressemble plutôt à une sorte de portail, non? Comme si soudainement, il s'était téléporté. Regardez, là il y a l'objet. Il y a une lumière devant cet objet et soudain je dis ce qu'on arrive à voir, qui est aussi assez loin. Non, cette lumière s'étend et soudain, eh bien l'autre lumière qui est à côté disparaît tout simplement, non? Bon, eh bien, qui sait ce qui s'est passé? Certains disent que c'est peut-être un météore. Je ne sais pas, ça ne me semble pas être ça, mais bon, j'attends vos avis. Évidemment, c'est un sujet. Ça ressemble quand une fusée sort de l'atmosphère à la lumière de gauche, mais la lumière de droite. Quelle explication y a-t-il pour qu'elle disparaisse? D'accord, supposons que celle de gauche est le météore, la fusée qui décolle, que cette lumière s'étend et que c'est la lumière de droite. Qu'elle reste là après que cette autre lumière soit apparue? Eh bien, je ne sais pas, c'est très curieux. Nous verrons quelles explications il y a et nous détaillerons cela, mais c'est au moins étrange, non? Aussi, des sujets dans d'autres domaines. Regardez l'image que je vais vous montrer. Cette image a surpris aujourd'hui. D'après ce qu'il rapporte, cet objet apparaît, c'est donc, je dirais plutôt que ça ressemble à une fusée. Ça ressemble au Gripen par exemple, ça ne pourrait pas l'être. Mais bon, cela a attiré l'attention avec une caméra thermique près de la zone 51. Un avion est apparu. Il pourrait peut-être s'agir d'un appareil d'essai. Il existe un avion très proche des G.I. Joe, G.I.O. je crois. Vous vous rappelez de ces jouets? Il y en avait un exactement comme celui-ci, exactement comme cet avion, mais le point c'est que, un avion apparaît, et dans les milieux militaires, il y a maintenant un débat sur le type d'appareil dont il s'agit. Il y a des avions d'autres pays qui ressemblent un peu à cette forme, mais pas, à ce que l'on sache, des États-Unis. Donc, ils essaient d'analyser le Gripen. Ça pourrait être l'un d'eux, mais honnêtement, il n'est pas clair ce qui se passe dans la zone 51. C'est maintenant une zone où beaucoup de mouvements ont été signalés récemment. Cela pourrait être dû à des essais militaires, mais cela pourrait aussi être parce qu'ils préparent quelque chose, n'est-ce pas? Surtout en ce moment avec la question de l'Iran. Eh bien, il pourrait y avoir des surprises, non? Mais cela est rapporté en ce moment sur les sites militaires concernant la force aérienne, l'aviation et tout cela. Ce qui a beaucoup attiré l'attention des experts qui se demandent en quel type de fusée nous sommes en train d'observer. J'aimerais aussi voir l'image suivante. Regardez, d'après ce qui est rapporté, on va lancer la vidéo par là. Ce serait là-bas à Laki, non? Le volcan Levotowilaki, en Indonésie, qui, il y a quelques jours, a déjà eu une éruption assez puissante. Cette fois-ci, l'éruption aurait atteint environ 2,5 à 2,7 km de hauteur. C'est une éruption puissante au cours de laquelle des sons souterrains ont été entendus, selon les rapports. Mais pour le moment, il n'y a pas d'alerte au niveau maximal, disons. Les alertes sont simplement maintenues, comme cela a été fait ces derniers jours. Cela a été rapporté de Sicile, là-bas en Indonésie. C'est un sujet auquel il faut prêter attention, mais regardez ce qui se passe en parlant de volcans. Il y a aussi le volcan du Mexique, le volcan, disons, Popocatépetl,
le plus célèbre de tous. C'est Serrapreb lui-même qui le montre, la diffusion en direct du Mexique, où il présente cette activité. Il n'y a pas de matière incandescente, apparemment juste un peu de mouvement, d'après ce qu'il rapporte. Cela s'est produit pendant un orage électrique à Puebla où, l'alerte reste inchangée, elle est toujours au jaune phase 2, selon ce qui a été rapporté concernant l'activité volcanique au Mexique. Donc il faut aussi rester attentif à cette situation. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est celui-ci. Regardez, observez cette image, d'après ce qu'il rapporte, cette forte grêle accompagnée de vents violents a frappé le nord-est de la Chine. Cela s'est produit aujourd'hui, selon les rapports, une série de fortes chutes de grêle. Des pertes matérielles, surtout, il n'est pas question de pertes humaines, du moins pour le moment, ni d'autres problèmes des inondations. Oui, une très grande quantité de glace, de grêle, n'est-ce pas ? C'est vraiment impressionnant ce qui va arriver, ce qui vient ou ce qui approche, disons, cette anomalie climatique appelée phénomène El Niño. Mais cette fois-ci, ce qui est le plus anormal, pour ainsi dire, c'est le fait que ce sera un super Niño, d'après ce qui est rapporté, même si pour l'instant il n'a pas encore commencé. C'est vrai, mais bon, beaucoup de ce genre de rapports, même ici même à Mexico, récemment il y a eu une énorme averse de grêle. Il y en a eu aux États-Unis et maintenant, en Chine aussi, le climat est un peu déchaîné, non ? Cela fait aussi partie de ce qui est rapporté aujourd'hui et regardez, passons à d'autres sujets. Regardez cette image. Ceci est rapporté par Tiempo de la Carbonifera. Écoutez ça. Ceci, c'est ici au Mexique, dans le nord-est, tout près d'ici d'ailleurs, de Monterrey. Ceci, c'est déjà vers la municipalité de Progreso, à Coahuila, l'État qui est ici, voisin avec nous. Et il rapporte qu'hier, la nuit dernière, du mercredi 3 juin, il y a eu donc cette tempête, n'est-ce pas ? C'est qu'il n'y a pas de visibilité du tout. Du moins, à ce moment-là, il n'y a pas de visibilité. Cela a durement frappé là-bas, dans l'État de Coahuila. Restez attentifs. C'était dans l'Ejido de San Alberto. C'est vrai, selon les données qui ont été rapportées, et déjà celles de Tiempo de la Carbonifera. Il commentait ou montrait un peu de cette situation, non ? Évidemment, c'est vraiment très intéressant et c'est bien qu'ils puissent m'en partager toute cette situation sur leur propre réseau. Ici, nous sommes toujours attentifs à vos signalements. C'est bien, cela permet de mieux comprendre comment est le climat extrême dans différents endroits du pays. Et regardez, à ce propos. Je veux aussi vous montrer une autre situation qui m'attire aujourd'hui. Il y a eu une explosion. Selon les rapports, une explosion qui se serait produite. Apparemment, cela serait dû à un problème de gaz. Oui, une citerne de gaz. Selon ce que rapporte TPA, il y a eu une explosion dans la localité de San Juan Negrete. C'est à ce moment-là que l'explosion se produit. Voilà, oui, on parle effectivement de certaines évacuations. Dans les zones proches, les élèves des écoles voisines ont dû évacuer, sortir, évidemment en raison du risque possible. Regardez là-bas au fond, on peut apercevoir, du moins sur l'image, on peut voir une sorte de station-service. Je ne sais pas si c'est lié à une station-service. Certains rapports mentionnent ici une citerne de gaz. Bon, indépendamment de ce qui sera rapporté plus tard, nous resterons attentifs à ce moment. Mais si vous regardez bien. Là-bas, il y en a une, la station-service. Maintenant, il me semble que c'est à environ 2 pâtés de maison en arrière. Il y a la station-service, mais on voit que c'est encore un peu plus loin en arrière, là où l'explosion a eu lieu. Donc si cela s'était produit dans une station-service, le problème aurait sûrement été bien pire. Mais bon, voilà la situation dans cette alerte qui concerne la localité de San Juan Negrete, au Mexique. Aussi, il y a d'autres sujets qui attirent l'attention aujourd'hui. Regardez ce moment, cette image, voyez cela. Ce que nous voyons ici serait une énorme embarcation qui transporterait environ 240 Haïtiens. Ceci en direction des États-Unis. Selon les rapports, cette image a été capturée au moment où, l'embarcation a été interceptée. En fait, il y avait 240 ressortissants haïtiens à bord du bateau qui tentèrent d'entrer illégalement aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Il y a eu des signalements répétés de migrants, n'est-ce pas, qui veulent partir maintenant, fuyant une situation de crise, d'insécurité, de manque de produits de première nécessité.
Vous pouvez imaginer vous-même comment est la situation. Nous avons suivi ce qui se passe en Haïti depuis des années. Et la situation, tu vois, n'est-ce pas? Où tu vois comment ce genre de situation se produisent, n'est-ce pas? Où ce genre de choses arrivent, disons-le ainsi. Et, C'est une situation migratoire extrême où 240 Haïtiens, en gros, fuient, n'est-ce pas? et, Évidemment, ce qu'ils voient de plus proche, c'est les États-Unis. Alors ils partent vers les États-Unis. Mais c'est un problème qui se génère au niveau international à cause d'un problème interne de gangs qui contrôlent 95% du pays. Et jusqu'à présent, ni l'ONU, ni les interventions du Kenya et d'autres pays qui ont envoyé des experts pour s'occuper ou attaquer, disons, certains types de gangs. Maintenant, on voit même des attaques avec des drones, n'est-ce pas? Et la situation s'est aggravée et on parle aussi de beaucoup de corruption politique. Alors, eh bien, les gens, qui n'est ni du gouvernement ni des gangs, eh bien, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Maintenant, tu te demandes ce qu'ils font, non? Qu'est-ce que les gens font, non? À part servir de chair à canon essentiellement, non? Ne pas être au milieu d'un problème qui ne semble pas vouloir se résoudre. Évidemment, c'est une question de pouvoir, une question d'argent, une question aussi de manque d'intérêt au niveau international, non? Et pendant ce temps, regardez ces 240 personnes qui ne sont que la partie émergée de l'iceberg du problème qui existe là-bas, n'est-ce pas? Parmi des milliers qui aimeraient en quitter ce pays, n'est-ce pas? C'est aussi terrible et tout le monde ne peut pas le faire, n'est-ce pas? C'est déjà, disons entre guillemets, un luxe, n'est-ce pas, de pouvoir essayer de partir sur ce genre d'embarcation avec tous les risques, évidemment, du monde, et que ce mouvement ne se fait plus. Tu es en train de risquer non seulement ta vie, ta liberté, mais aussi 1000 autres choses. Sujet terrible. Passons aussi aux autres sujets importants. Écoutez, regardez ce moment où un Boeing ne tombe pas, mais le train d'atterrissage s'effondre. Apparemment, il n'a pas supporté et il s'effondre. C'est un Boeing 787 de Lufthansa qui aurait subi un effondrement du train d'atterrissage avant alors qu'il était stationné. Heureusement, la personne qui se trouvait à côté n'était pas sous l'avion, sinon imaginez-vous. Cela s'est produit à Francfort, en Allemagne. Pour le moment, eh bien, on attend une enquête, on attend une explication. Pour l'instant, on se demande pourquoi cela s'est produit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a échoué? Pourquoi le train d'atterrissage s'est effondré et, évidemment, l'avion a été endommagé? Personne n'a eu de problème, n'est-ce pas? Évidemment. Maintenant, c'est devenu un mème, non? Parce que cette personne a survécu à une chute étrange d'un avion. Vous pouvez déjà imaginer les mèmes qu'il publie en ce moment, n'est-ce pas? Le classique, un lundi comme les autres, et ainsi de suite, non? Ce genre de détails, n'est-ce pas? Mais passons aussi à d'autres points importants. Je veux que vous regardiez en ce moment les rues, comment se forment les files d'attente pour l'essence. Cela se passe là-bas en Russie, spécifiquement dans 14 régions, mais principalement en Crimée. Mais il y a déjà des régions même à l'intérieur de la Russie continentale, parce que c'est une zone occupée, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de la Russie continentale, par exemple à Koursk, à Belgorod, à Pskov, et dans d'autres régions, ils signalent aussi des files et des files dues au manque d'approvisionnement en carburant. D'être un pays qui est producteur de carburant, qui est l'un des plus grands producteurs de carburant de la planète. Et maintenant, eh bien, avec un énorme problème. D'après ce qu'ils rapportent, en ce moment, les stations-service n'autorisent qu'un maximum de 20 litres d'essence par client. Il y a aussi des restrictions qui s'appliquent à d'autres approvisionnements, disons. Il y a des limites, des restrictions. Disons que oui, 20 litres, mais 20 litres qu'il faudra attendre des heures pour pouvoir les obtenir. Parce qu'évidemment, les files d'attente sont là, n'est-ce pas? On parle déjà aussi de restrictions, par exemple, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Krasnoïarsk et dans d'autres zones de la région de Tomsk. Ils signalent également soit le refus total du service d'essence, soit une limite de 20 litres, si vous êtes un civil, n'est-ce pas? Si vous êtes militaire ou lié à la sécurité ou à d'autres domaines, alors ils vous donnent de l'essence sans restriction, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour clarifier ce point. Mais bon, c'est comme ça, non? Voilà le sujet. Maintenant, puisque nous parlons de la Russie, regardez cette image. On voit lors de ces forums et événements qu'ils organisent, d'après ce qui est rapporté,
ce robot apparaît, n'est-ce pas? Un robot, disons, de forme féminine, pour ainsi dire, n'est-ce pas? Dans lesquelles, eh bien, il y a toutes sortes de photos, n'est-ce pas? Il y a d'autres photos, disons, où il harcèle le robot féminin, n'est-ce pas? Alors, eh bien, il y a aussi d'autres robots différents, n'est-ce pas? Maintenant, eh bien, nous avons un autre exemple de robot. Nous verrons cette image dans un instant, mais voici un autre robot. C'est un tout petit robot qui se promène par là. Celui-ci est vraiment un robot chinois. Il a simplement été présenté lors de cet événement russe. Et on voit, tu sais, il s'est habillé, disons, apparemment dans le style russe, non? Je ne sais pas exactement de quelle région. Mais le fait est qu'il a été présenté lors de ce forum d'innovation, dans ce forum d'innovation qui se déroule là-bas en Russie. Et il y avait aussi un robot chinois, pas seulement des choses de Russie, cela apparaît aussi dans d'autres pays. Cette fois-ci, eh bien, cela se porte, disons, sur les vêtements. Ce qu'ils appellent un kokochnik, qui est quelque chose de très typiquement russe, n'est-ce pas? Là, ils ajoutent cette partie, disons, traditionnelle de ce pays. Et maintenant, dans cette image que nous voyons à l'écran, d'après ce qui est rapporté, ceci, eh bien, fait aussi partie de ce qui se passe. Des attaques qui ont lieu là-bas en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, n'est-ce pas? Dans laquelle, eh bien, il y a une attaque à Khrouchtchev 2.0. Évidemment, cela aussi est déjà en cours d'analyse pour voir quelles sont les conséquences de ces dernières attaques. Voici une autre attaque également. Ceci est un pipeline dans lequel, eh bien, tout le corridor qui fournit du pétrole et de l'essence vers la Crimée est attaqué. C'est en train d'être fait, c'est en train d'être attaqué, disons, n'est-ce pas? Cette autoroute, eh bien, elle a même déjà un nom. Ils appellent déjà cette autoroute de Tavrida qui va vers cette zone de Crimée, ils l'appellent l'autoroute de la mort, parce qu'elle est devenue extrêmement dangereuse. Évidemment, passez par là, surtout si vous transportez du carburant, du gaz, du pétrole et tout ce genre de choses. Parmi les choses les plus étranges de la journée, on signale ceci. Regardez. Ceci est un graphique. Je pense qu'il faut le voir en, disons, voilà, là c'est bon, regarde, c'est celui-ci. Regardez. Ceci est un graphique publié entre les États-Unis et la Russie, dans lequel l'envoyé de Vladimir Poutine a assuré qu'ils ont l'intention de relier les États-Unis à la Russie par un tunnel sous la mer. Selon ce que rapporte Kirill Dmitriev, il a annoncé qu'un accord est en cours de signature concernant un tunnel entre Tchoukhtova et l'Alaska. Ce sera l'un des principaux projets d'infrastructure entre les États-Unis et la Russie. Un sujet énorme qui, évidemment, suscite de multiples réactions. Là-bas aux États-Unis, évidemment, et j'imagine aussi qu'en Europe et aux États-Unis. Regardez, c'est ce que dit ce personnage. Qui commande projeter le tunnel, donc le tunnel sera projeté dans le tunnel. Nous le faisons et ce sera l'un des grands. Le chef du fonds souverain russe, un fonds qui d'ailleurs est pratiquement sans argent, n'est-ce pas ? Mais il assure qu'ils ont réussi, pour ainsi dire, à convaincre Trump d'accepter une série de projets d'infrastructures conjoints et qu'ils sont censés signer l'accord demain. Nous verrons si cela se produit, mais l'accord aurait cette idée, n'est-ce pas? C'est des États-Unis vers la Russie, sous la mer, n'est-ce pas? Je veux dire, si c'était en dehors du sujet du conflit et tout ça, non? Et si tout était, disons, si c'était un pays qui n'envahit pas et qui n'attaque pas les autres là-bas, qui ne cherche pas d'ennui, si c'était des pays tranquilles, ce serait idéal. Imagine unir le continent américain avec le continent asiatique, parce que cette partie fait partie de l'Asie et en même temps tu serais aussi relié à l'Europe. Donc tu aurais la possibilité de voyager. À travers 3 continents sans même toucher la mer, n'est-ce pas? C'est-à-dire en voiture, tu pourrais le faire parfaitement, non? Ce serait fou, non? Ce serait quelque chose de très intéressant, mais d'un point de vue stratégique, pour l'instant, c'est peut-être bizarre, n'est-ce pas? C'est étrange, non? C'est-à-dire, il faudrait voir le projet complet pour donner mon avis complet, mais oui, cette idée m'attire beaucoup, la façon dont il présente cette partie, en la regardant de façon transversale, pour ainsi dire. Eh bien, ce serait sous la mer, c'est-à-dire, ça passerait vraiment sous terre, n'est-ce pas? Ce serait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Pas tant que ça non plus. Pour traverser la mer de Behring, non. Dans toute cette zone est donc traversée d'un côté à l'autre, n'est-ce pas?
Avoir la possibilité de voyager par la route de l'Alaska jusqu'en Russie, c'est un sujet énorme et une question qui suscite aussi des controverses du fait que cette zone du monde, je parle de l'Alaska, eh bien plusieurs fois on a mentionné que la Russie serait intéressée à la récupérer, n'est-ce pas? Donc eh bien c'est aussi pour cela que je dis que tout cela est controversé, toute cette affaire, mais bon, cela fait aussi partie de ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Passons à d'autres images intéressantes d'aujourd'hui, mais attention à ce qui se passe avec la Russie, n'est-ce pas? Sur ce sujet d'ailleurs, passons à d'autres questions importantes. Écoutez, regardez ce qui se passe à Bruxelles. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, des groupes de personnes se sont montrés très agités. Ils auraient été, eh bien oui, en train de provoquer des troubles. Une bonne partie de ces groupes, selon ce que disent les médias locaux, seraient des groupes de migrants. Mais je dis aussi, disons qu'il y a des groupes, peut-être de familles de migrants, mais dont certains sont déjà nés là-bas. Maintenant, les images qui sont montrées, elles génèrent beaucoup de tensions. Car ce ne sont pas seulement des groupes qui viennent protester, vous voyez, n'est-ce pas? Ce sont des groupes très agressifs, qui lancent des feux d'artifice, qui détruisent même une partie de l'infrastructure de Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, n'est-ce pas? Donc c'est un sujet qui a vraiment provoqué beaucoup de mécontentement et d'un autre côté, il ne semble pas y avoir de clarté. Qu'est-ce qui est réellement demandé, n'est-ce pas? En tout cas, si c'est juste pour semer le trouble, qui les organise? Cela aussi serait important, mais bon, nous parlons d'incendie, de destruction de biens, disons, de vélos, de voitures, de magasins, etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire, allons, Bruxelles est en ce moment dans une sacrée pagaille. Les vidéos montrent l'ampleur des troubles dans la capitale de ce continent. Franchement, c'est énorme. Il y a aussi déjà eu des blessés, n'est-ce pas? Des deux côtés, du côté des manifestants, mais aussi du côté des pompiers et de la police elle-même. C'est donc, eh bien, d'après ce qui est rapporté en ce moment, une série d'actes qui relèvent déjà du vandalisme, n'est-ce pas? Parce que je veux dire, ils détruisent la propriété de beaucoup de gens, n'est-ce pas? La vérité, c'est que c'est impressionnant et ça fait aussi partie de ces événements, pour ainsi dire, qui ont lieu chaque année et de façon de plus en plus intense. N'est-ce pas? Quelle est donc l'intention? Au final, on parle de gens qui sont contre les réformes qui sont faites dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire que c'est un très grand mécontentement qu'ils ont là-bas. Il y a plusieurs sujets, ce n'est pas qu'une question de migration, c'est pourquoi je dis qu'il existe divers groupes et intérêts. Mais eh bien, on parle déjà beaucoup de vandalisme, ce qui est un sujet qui a dérangé. Mais en même temps, il ne semble pas qu'on cherche une négociation dans ce sens, non? On verra. Si plus tard il y a une réaction de la part de Bruxelles, nous serons ici pour donner tous les détails et voir comment ce sujet évolue. Un autre sujet attire aussi mon attention, regardez. Regardez cette image. Selon ce qu'il montre, ce sont des soldats, une milice sadriste irakienne, qui serait en train de descendre le drapeau. Parce que cette milice va maintenant opérer avec l'armée officielle de l'Iran. C'est-à-dire ce qu'on leur demandait, et l'accord qui existait, c'était que ces milices s'organisent désormais dans l'armée nationale de ce pays, n'est-ce pas? Cette milice irakienne, appelée Saraya al-Salam, a commencé à se désarmer et va s'intégrer à l'armée irakienne sous le commandement des opérations de Samara, au nord de Bagdad. Le clerc chiite Muqtada al-Sadr a ordonné la dissolution des milices depuis la semaine dernière. Il a exhorté toutes les factions des forces de mobilisation populaire à remettre leurs armes au commandement de l'État. Ainsi, une milice chiite se désintègre. Et voilà, les miliciens, du moins une partie, vont rejoindre l'armée, d'autres peut-être vont se retirer. Nous verrons bien ce qui se passe, mais évidemment c'est une histoire qui évolue en Irak cette fois-ci. Regardez aussi ce qui se passe avec les forces libanaises. C'est l'armée libanaise qui prend position à différents endroits de son propre pays.
Seulement dans le sud, il y a des groupes du Hezbollah qui opèrent et contrôlent certains endroits. Maintenant, c'est l'armée libanaise qui entre pour contrôler la zone. C'est un accord qu'ils ont, mais les choses ne se passent pas comme on le pensait hier, n'est-ce pas? Hier, on disait « Bon, il va déjà y avoir un accord de paix, et je ne sais quoi ». Eh bien, les gens du Hezbollah ne sont pas vraiment d'accord sur ce sujet, n'est-ce pas? Ils le montrent très clairement aujourd'hui, n'est-ce pas? Regardez ce qu'ils disent dans ces réactions. Le Hezbollah rejette la déclaration entre Washington et les discussions entre le Liban et Israël. Le Hezbollah déclare que son désarmement est inenvisageable et refuse de se désarmer. Le Hezbollah exige le retrait complet d'Israël du Liban. Ils demandent aussi que le cessez-le-feu concerne tout le Liban. Ils disent bon que la résistance continuera tant que les forces israéliennes resteront au Liban. Ils disent qu'ils n'ont pris aucun engagement pour arrêter les attaques, et ils avertissent que le nord d'Israël ne sera pas en sécurité tant que le peuple libanais sera sous attaque, selon eux. Ils demandent au gouvernement libanais de cesser les négociations directes avec Israël et poursuivent avec des commentaires similaires. Eh bien, il n'y a donc pas d'accord qu'ils soient prêts à respecter, n'est-ce pas? Mais le Liban, eh bien, il commence déjà à prendre le contrôle de certaines régions de la zone, non? Au fait, regardez ce qui se passe en ce moment en Iran, n'est-ce pas? D'après ce que montrent les images satellites, l'Iran stocke de l'uranium hautement enrichi dans un dépôt souterrain, selon le nouveau rapport de l'AIEA. Dans ce rapport, ils affirment qu'on pense savoir à peu près où pourrait se trouver le matériau enrichi à 60%, proche de celui nécessaire pour fabriquer des armes nucléaires. On estime qu'ils disposeraient d'assez de matière d'uranium pour fabriquer environ 10 armes nucléaires. Une partie de leur uranium est entreposée sous terre. Ce serait la première fois que l'AIEA indique l'emplacement de l'uranium enrichi, montrant approximativement sur la carte où il pourrait être. N'est-ce pas? C'est la première fois que cela arrive. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a déjà des informations de renseignement qui sembleraient donc confirmer apparemment cette situation, cette partie, disons, n'est-ce pas? Que cela serait aussi très très important, n'est-ce pas? Au moment d'essayer de résoudre ces problèmes, n'est-ce pas? Passons à d'autres sujets également intéressants. Comment vas-tu, Eliseo? Salutations, Ro Ortega. Un grand salut aussi à la communauté qui arrive. Il dit l'éclairage de la lumière de la fusée dans un nuage. C'est possible, il se peut que ça rebondisse d'une certaine manière, même si on ne voit pas de nuage, il peut y avoir de la brume et que ça produise quelque chose comme ça. Maintenant, on ne voit pas de mouvement, on voit quelque chose de stable qui est là, en fait c'est là, ça brille, ça flotte comme ça et ça fait ça. Aucun mouvement visible sur les côtés ou en hauteur, mais cela pourrait venir de la perspective, non? C'est peut-être une question de perspective. De face, on dirait que ça ne sort pas, alors que ça pourrait. Il pourrait y avoir des explications. Évidemment, et on va revenir tout de suite au sujet de l'Iran et tout ça, parce qu'il y a plusieurs points importants, mais il y a un sujet très intéressant dans le domaine scientifique et spatial. Ils affirment qu'un nouvel objet interstellaire aurait percuté l'océan Atlantique, près d'ailleurs de l'Argentine. C'est bien. Il existe une probabilité de 99,97% que ce soit un objet interstellaire en raison de sa position et de sa vitesse. On pense qu'il est interstellaire à ce niveau de pourcentage, et ce sont les scientifiques qui l'affirment en se basant sur ce qu'ils ont pu découvrir avec d'autres objets tombés d'origine interstellaire. Ils disent que l'étude affirme que la probabilité que le Polar et M soient interstellaires dépasse 99,9997%. Autrement dit, pour eux, c'est pratiquement interstellaire. L'équipe de chercheurs, d'ailleurs, est dirigée par Avi Aviloev, qui affirme avoir identifié l'objet interstellaire le plus solide jamais détecté ayant percuté la planète Terre. Cela serait entré sur Terre le 1er avril 2026, n'est-ce pas? Selon ce qui est rapporté, l'impact a eu lieu dans l'océan Atlantique, dans l'Atlantique Sud, au large de l'Argentine. Allons voir la carte, d'accord? Mais c'est juste pour avoir une idée approximative de l'endroit où cela aurait eu lieu. Je veux dire, la côte argentine avec l'Atlantique est très longue, mais ça nous donne une idée, non? Ce serait dans l'une de ces régions, non? Apparemment dans le sud.
Les chercheurs ont calculé une vitesse héliocentrique d'environ 51,7 km par seconde, soit au-dessus de la limite nécessaire pour échapper à la gravité solaire. Après avoir effectué 1 million de simulations informatiques, aucune n'a montré une trajectoire compatible avec une origine à l'intérieur de notre système solaire. Mais ce que montrent les simulations, c'est que la chute doit provenir d'une trajectoire interstellaire. Malgré cela, ils enquêtent encore pour déterminer exactement où ils pensent que l'objet serait tombé afin d'essayer de récupérer la roche ou quoi que ce soit qui soit tombé. Les scientifiques. Ils estiment que le corps avait une masse proche de 150 kg et un diamètre d'environ 1,5 m. En raison de sa fragmentation et de la grande étendue de l'espace où il a pu se fragmenter, récupérer les restes physiques sera compliqué, mais pas impossible. Ils assurent qu'ils vont essayer de récupérer les restes de ce matériau apparemment interstellaire. La priorité maintenant n'est pas simplement de lancer une expédition immédiatement, mais d'abord, ils vont reconstituer la trajectoire de la façon la plus précise possible pour déterminer exactement à quel endroit il est tombé, et ensuite ils enverront une mission dans la zone, à la mer, à l'océan. La découverte renforcerait également l'idée que de petits objets interstellaires pourraient entrer fréquemment sur Terre. Cela avait déjà été prédit par Bill Webb il y a quelque temps. Il expliquait qu'autrefois, nous n'avions pas les moyens de confirmer qu'une chose était interstellaire. Pourquoi ? Parce que les trajectoires, non, on n'y va pas. À l'époque, ces simulations avec l'intelligence artificielle n'étaient pas aussi précises ou n'existaient même pas. Maintenant, avec ça et d'autres outils, ils disent avoir la probabilité de savoir d'où ça vient, et c'est tout. Avec cela, c'est suffisant pour déterminer si potentiellement cela ne venait pas déjà du système solaire dans lequel nous habitons. Non, depuis ce temps-là, ils ont déjà été détectés par là. Certains objets interstellaires qui sont tombés sur Terre, tout petits, et ce qu'il dit ou ce qu'il a dit à plusieurs reprises, c'est qu'il y en a plus souvent que ce que les gens pensent. Non, c'est-à-dire, il en tombe plus, c'est juste que, voilà. Je ne sais pas, on n'avait pas les outils suffisants, non ? Donc, c'est une grande nouvelle, vraiment, une grande nouvelle. Le sujet de, du. Ce n'est pas le triangle de Tricia-Atlas, bien sûr, mais au moins un objet interstellaire aurait atteint la Terre. Et au fait, salutations à la communauté argentine, à la communauté d'Uruguay et à toute cette région où l'objet est tombé tout près. L'objet leur est tombé tout près. Un énorme salut à toute la communauté qui rejoint le direct. Comment ça va MT ? Jaime, quoi de neuf ? Salutations à Ro Ortega et à toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup de nous accompagner, de soutenir la chaîne. Pour l'instant, si tu veux soutenir la chaîne, il y a plein de façons de le faire. Toutes les infos sont dans la description. Que ce soit par Oxo, par PayPal ou je ne sais quoi. Enfin, super facile ici même sur YouTube, non ? On apprécie énormément tout ce soutien. Et regardez, passons à d'autres sujets également importants. Importants en commençant donc par ces images. Regardez, laissez-moi vous montrer ces images. C'est à propos de ce qui se passe avec le Liban. Parce qu'on suppose que nous entrons dans une phase d'accord, n'est-ce pas ? Regardez, selon ce que rapporte cette carte, selon ce qui s'est rapporté vers un poste de l'ONU, la force armée libanaise affirme, c'est-à-dire l'armée libanaise affirme, que les troupes ont commencé à se déployer dans la ville méridionale de Deir al-Edirin. Mais apparemment, le Hezbollah a lancé des obus de mortier qui ont touché une position de la FINUL qui est du personnel de l'ONU, à l'intérieur du Liban, n'est-ce pas ? Au cours de la nuit qui vient de s'écouler, des obus de mortier ont été tirés par le Hezbollah, selon les rapports, et sont tombés à l'intérieur de la position des forces de la FINUL dans la zone d'Edirin. Le problème, c'est qu'il y a déjà eu 2 blessés et, selon les rapports, il y aurait aussi un mort, c'est-à-dire qu'une personne est décédée. Et 2 personnes sont blessées en ce moment, membres de l'ONU, à l'intérieur du Liban, selon les rapports, par le même Hezbollah. L'analyse de la trajectoire et du tir indique que cela aurait été lancé depuis une zone où opère le Hezbollah, qui est là Al-Qatrani, n'est-ce pas ? Et de là, il est tiré sur 6 km jusqu'à ce poste de l'ONU, n'est-ce pas ? C'est un sujet qui suscite aussi, de la méfiance. Tout ce qui se passe dans cette région, n'est-ce pas ? Évidemment non. Donc, faites attention à cela. On rapporte aussi ce qui suit.
Regardez ce qu'on voit ici, cette image qui ressemble à de la fumée. Peu de temps après que Netanyahou ait visité une zone dans le nord d'Israël, le Hezbollah a lancé des attaques dans les zones frontalières de Sholomi et de Kreitz, en Galilée occidentale, à la frontière nord d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, ils ont appris que Netanyahou était là et bam, ils ont commencé à tirer, non? Eh bien, cela signifie qu'au moins, le Hezbollah ne cherchera en aucun cas à conclure un cessez-le-feu, du moins pour l'instant. Ce qu'ils disent dans le rapport dont je parlais tout à l'heure, eh bien, c'est qu'ils demandent qu'Israël se retire complètement. Et ce qu'Israël demande, c'est que vous vous désarmiez et que vous reculiez, n'est-ce pas, derrière le fleuve Litanie. Chose qui n'a pas été faite. Alors, face à cela, face à ce manque d'accord et de contrôle, même l'armée libanaise, eh bien, Israël s'accorde à lui-même ce pouvoir d'attaquer ces zones, n'est-ce pas? Donc évidemment, c'est un sujet que le Liban veut, du moins c'est ce qu'il dit, contrôler lui-même, par lui-même. Ils veulent contrôler le Hezbollah, ce qui jusqu'à présent a aussi été impossible, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une réaction de Donald Trump, puisque nous en parlons, à propos de ce que le Congrès a fait en limitant certaines décisions concernant la guerre. Avec l'Iran, Donald Trump affirme que la loi votée au Congrès pour limiter les décisions concernant la guerre est antipatriotique et, selon lui, n'a aucun sens. Le président affirme que l'initiative arrive alors que ces négociations sont déjà sur le point de se terminer. Pour l'instant, cela ne limite pas encore la capacité d'action de Trump. Mais si la guerre s'intensifie, alors des limites imposées par le Congrès des États-Unis pourraient entrer en vigueur. C'est pour cela que cela ne lui a pas plu. Trump parce qu'il aurait une carte de moins à jouer pour négocier maintenant, s'il veut négocier à l'avenir. Mais en attendant, l'Iran diffuse une lettre de son guide suprême qui ne se montre toujours pas et qui envoie seulement des petits mots ou des messages sur les réseaux sociaux, et rien de plus. Une lettre attribuée à Mojtaba a confirmé et envoyé des messages concernant la guerre qui se déroule en ce moment, même s'il y a un cessez-le-feu. Le connu sous le nom de guide suprême, fils de d'Ali Khamenei, l'ancien guide suprême a diffusé aujourd'hui jeudi un message écrit dans lequel il a accusé les États-Unis et Israël de tenter de semer des divisions au sein de la société iranienne en pleine guerre. Dans le texte, il est question de la façon dont un ennemi cherche non seulement à semer le doute, mais aussi la peur, la méfiance et la division parmi les Iraniens. Il a également répondu qu'il y aura de la fermeté, de la perspicacité et de l'unité, et il affirme que toute action qui favorise le pessimisme ou la frustration dans le pays finira par servir les intérêts des adversaires, aurait dit le même Mojtaba, n'est-ce pas? C'est donc un sujet vraiment important, parce que nous savons que non. Oh. Qu'il n'est pas au pouvoir, n'est-ce pas? Il gère toujours le personnage, ou du moins c'est ce qu'on pense, non? Et Le seul à l'avoir dit, c'est Marco Rubio. Il affirme que certains veulent qu'il soit au pouvoir, selon les propos des Iraniens eux-mêmes, non. Il y a une animatrice iranienne qui d'ailleurs a perdu la vie, non? Je ne sais pas si vous avez abordé ce sujet, mais Marjane Satrapi, une réalisatrice de films, d'animation et tout ça, eh bien, elle aurait perdu la vie à 56 ans. Elle est célèbre pour avoir écrit le roman graphique autobiographique acclamé et réalisé son adaptation cinématographique, Persepolis. Vous vous souvenez de Persepolis qui était sur Netflix, une animation en noir et blanc, très belle, très intéressante et aussi très triste. D'après ce qui est rapporté, son œuvre majeure raconte à la première personne son enfance et son adolescence, comment il a vécu cela. Le changement de la révolution islamique et comment il a vécu dans cette répression constante, co-réalisée d'ailleurs par Vincent Parnot, et ils ont obtenu beaucoup de reconnaissance au niveau international. Si vous le pouvez, regardez Persepolis, d'accord? C'est incroyable et malheureusement, elle a perdu la vie. Apparemment, oui, elle souffrait beaucoup. Ce n'est pas très clair si c'était une dépression ou si elle souffrait d'un problème très grave. L'an dernier, il me semble que son mari est décédé, ce qui était déjà dur pour elle. À 56 ans, après de graves problèmes, elle a perdu la vie. Mais si vous aimez un bon cinéma, et en plus, avec un peu d'histoire et tout ça, eh bien, je pense que c'est vraiment bien. Elle a remporté quelques prix, parmi lesquels le prix Princesse des Asturies de communication et humanité, ainsi que d'autres distinctions au cours de sa carrière, donc elle a aussi bénéficié d'une reconnaissance internationale, n'est-ce pas ?
notamment pour ce qu'elle dénonce, non? Elle dénonce un régime ultra-autoritaire. Et aussi une vision très humaine, vraiment, non? Si vous pouvez, jetez-y un œil. C'est une animatrice, réalisatrice irano-française, nommée aux Oscars d'ailleurs, pour ses projets qu'elle réalisait. Donc eh bien, c'est aussi en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, puisque nous sommes dans la région, non? L'armée israélienne a diffusé de nouvelles vidéos de l'offensive contre le Hezbollah et de la prise de la forteresse médiévale de Beaufort. C'était mercredi? Non? Non, je crois que c'était mardi. Je vous montrais cette image-là. Ce mur qui ressemble à de l'adobe est en réalité un mur d'une ancienne forteresse de l'époque médiévale. Eh bien, ce sont les ruines de cette forteresse, mais en fait, ce lieu était utilisé par le Hezbollah. Alors Israël l'a pris, l'a pour ainsi dire retiré au Hezbollah et l'aurait exhibé. Le soulèvement de ce mouvement qui a eu lieu, eh bien, il a eu lieu, ou il vient d'être repris en ce moment. Ce que je vois, c'est qu'on dirait qu'on essaie d'attiser, non? Comme on peut dire, comme pousser, pour ainsi dire, à ce que le conflit s'étende davantage, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec le style « laisse-moi te montrer comment je t'ai dominé », ou du moins, c'est comme ça que je ressens l'approche. C'est-à-dire parce que bon, moi je pense qu'en ce moment, Israël n'a pas intérêt ou ne veut pas entrer dans une phase. Oui, Trump lui demande « non ». Trombo, on ne lui demande pas, elle paraît plus calme à cause de la Coupe du Monde. Israël dit donc non, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il veut continuer à opérer, et les Iraniens semblent aller dans le même sens, n'est-ce pas? L'ambassadeur israélien aux États-Unis avertit également que le cessez-le-feu au Liban n'offre pas d'immunité au Hezbollah. Ils disent qu'on ne sait pas si ce sera un cessez-le-feu, mais s'ils agissent, ils seront attaqués. Et Schilleiter a justement commenté ce sujet, n'est-ce pas? L'ambassadeur israélien aux États-Unis a essayé au moins d'expliquer sa vision. D'un autre côté, cet Aragachi, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, est également sorti pour réagir à ce qui se passe dans le prétendu cessez-le-feu, n'est-ce pas? Il assure qu'il n'y a pas d'accord final pour le moment, mais il le reconnaît. Il reconnaît, parce que c'est ce que disait Trump, il reconnaît qu'il y a effectivement un dialogue en ce moment, mais qu'il n'y a pas de progrès dans celui-ci. Pour l'instant, il y a bien un dialogue, il existe, il est réel. Apparemment, les deux parties le disent déjà. Pas seulement les États-Unis, mais aussi l'Iran, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de négociation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation en ce moment. Donc prenez aussi cela en compte. Évidemment, nous n'allons pas aborder les autres sujets, d'autres thèmes également importants. Écoutez, cet individu, ce monsieur qui est ici, vient de marquer un tournant stratégique potentiel de l'Union européenne. Très intéressant, je pense que cela ne va pas plaire à Trump, ni à ce Vladimir Poutine non plus. Mais regardez, c'est intéressant au moins, non? Regardez ce qu'il dit, voyons. C'est Alexander Stubb, d'accord? C'est le président de la Finlande. D'ailleurs, c'est un ami de Trump, ils s'entendent bien apparemment. Mais bon, vous savez comment sont ces amitiés, non? Voyons, Alexander Stubb a suggéré que l'Union européenne s'élargisse, c'est-à-dire que l'Union européenne doit s'étendre, n'est-ce pas? Il y a, je crois, 27 pays en ce moment, si je ne me trompe pas. Il y en a peut-être plus, non? Je crois qu'il y en a plus. Mais bon, qu'il y en ait autour de 40 pays selon ses dires, non? Il affirme que l'Europe doit devenir plus forte dans ce contexte mondial. Mais les candidats potentiels ajoutent un pays de plus qui n'est pas en Europe, c'est le Canada. C'est-à-dire, ils disent le Canada. Maintenant qu'il a des problèmes avec les États-Unis, pourquoi ne pas simplement l'ajouter et qu'il devienne, européen? Autrement dit, que le Canada fasse aussi partie de l'Europe. Et cela est, au moins intéressant sur le plan stratégique. Autrement dit, l'Europe aurait essentiellement tous les droits des Européens, et les Européens auraient aussi des droits sur le Canada. Et cela, d'une certaine manière, fait aussi que Trump s'éloigne de cette idée de vouloir en faire une sorte d'États-Unis 2.0, non? C'est-à-dire, et pas seulement ça, il ajoute ceci.
Ils ajoutent ou suggèrent qu'il devrait à nouveau inclure le Royaume-Uni, parce que le Brexit a été une erreur totale et reste une erreur totale. Donc faire revenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne, encore une fois. Revenir, intégrer la Turquie, car la Turquie attend cela depuis longtemps. Intégrer la Norvège et intégrer l'Islande. Et avec cela maintenant, oui, élargir beaucoup plus l'Union européenne. Selon lui, jusqu'à présent, jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Il devrait aussi ajouter l'Ukraine, non ? C'est-à-dire, une fois que les choses seront un peu plus calmes, eh bien, aussi l'Ukraine. Alors il dit qu'il faut continuer à ajouter d'autres pays, surtout maintenant que les États-Unis se sont beaucoup isolés. Donc stratégiquement, au moins, c'est une proposition intéressante, un tournant stratégique très intéressant. Regardez comment ils font, comment ils retournent les choses. Comment allez-vous, Miguel? Un grand salut à la communauté qui arrive, à Marvin, à ceux qui étaient là depuis le début. Merci beaucoup. Perla, comment vas-tu? Bientôt, ils iront voir l'Argentine pour lui demander si elle veut devenir européenne, n'est-ce pas? À quel pays vont-ils encore penser? Mais bon, au moins c'est intéressant, non? Nous verrons ce qui se passe. Blanca Barcelo, un grand salut. Et à toute la communauté qui arrive, merci beaucoup pour vos commentaires. Nous allons les lire tout de suite, évidemment. Mais il dit « Non, Pépé, tu parles comme l'Amérique latine. Lien de cordialité et collaboration », dit Eliseo. « Salutations, Eliseo, comment vas-tu? Un grand salut. » Il dit l'Europe au Canada, il dit n'importe qui, il dit salutations, Perla. Il dit merci de partager, c'est excellent. Carlos, comment vas-tu? Très bien. Regardez ce tournant, on parle de plusieurs aujourd'hui, n'est-ce pas? La Chambre basse des États-Unis aurait approuvé un projet pour durcir les sanctions contre la Russie. Et pas seulement cela, mais ce qu'ils cherchent, c'est à envoyer. Eh bien, un paquet d'aides. De quoi l'Ukraine a-t-elle tant besoin en ce moment, sachant que Trump leur a progressivement coupé les aides? La Chambre des représentants des États-Unis aurait approuvé hier, mercredi, l'avancement d'un projet de loi qui va renforcer les sanctions contre le Kremlin, contre la Russie spécifiquement. Et avec 218 voix pour contre 204, ils ont surmonté la résistance qui venait de la direction républicaine, car il y avait un groupe qui ne voulait pas s'impliquer dans ce dossier. Certains républicains ont choisi de soutenir la question de l'Ukraine. Et donc en ce moment, l'idée est d'augmenter la pression sur le secteur énergétique russe, de renforcer les exportations de pétrole et de gaz, qui sont principalement les sources de revenus du Kremlin, et de leur bloquer toute cette partie. Et de toute façon, le projet élargirait également les sanctions financières aux banques et aux entités liées à la Russie. N'est-ce pas? Cela isolerait donc un peu plus la Russie, mais en même temps, cela offrirait un financement supplémentaire à l'Ukraine. C'est évidemment à cause de la guerre, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a eu une attaque ukrainienne contre la Crimée qui aurait fait 4 morts. L'attaque de l'Ukraine contre la Crimée dans cette zone occupée par la Russie depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Eh bien, une personne a perdu la vie, un homme est décédé et il y a 3 autres victimes. Ils sont blessés, d'après ce qui a été rapporté jusqu'à présent, c'est ce qui a pu être confirmé concernant l'intervention. L'idée depuis quelques mois est de commencer à mener des opérations beaucoup plus ciblées sur la Crimée et les zones du sud-est de l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que si l'on prend ou si l'on continue, disons, à avancer dans cette zone, il pourrait pas perdre Odessa. Regardez, allons à la carte parce que ce serait beaucoup plus simple d'expliquer cette partie. Ainsi, regardez selon ce que l'on pense, ce n'est pas que la Russie veut cette partie, mais la consolider. Ainsi, la Crimée garderait cette zone et, si possible, fermerait l'accès à la mer Noire à l'Ukraine. Si la Russie y parvenait, ce serait la fin de l'Ukraine telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que la seule sortie vers le monde que l'Ukraine a, une sortie importante pour vendre. Par exemple, des aliments et des produits qu'ils fabriquent ou extraisant de la terre. Et tout cela, les minéraux, etc., passe par la mer Noire, par Odessa, n'est-ce pas? Perdre l'accès à la mer Noire compliquerait fortement l'économie ukrainienne, non? Tu aimerais l'Europe, mais évidemment, ce serait terrible, non? Ce serait un énorme problème. Donc ce sur quoi l'Ukraine se concentre et qui leur donne des résultats, c'est d'attaquer la route qui va d'ici à là parce que cela coupe les approvisionnements de ce côté.
Et tu commences à attaquer une zone où, au final, plus la position russe est faible dans cette zone, plus tu t'assures qu'ils ne vont pas contrôler tout ça, n'est-ce pas ? Et ils ont bien réussi dans le domaine naval. La marine russe qui était ici depuis des années est déjà retournée en Russie à cause des drones marins ukrainiens, n'est-ce pas ? La force navale a subi plusieurs naufrages de navires importants et ils ont préféré rentrer et se repositionner ici. Et ici ils restent. Quand ils naviguent, ils ne passeront pas par là. Ils longent la côte turque, n'est-ce pas ? Ici, plus au sud, ils passent par ces routes. Pourquoi ? Pour ne pas être coulés par les navires ukrainiens. Mais il y a déjà eu des attaques ukrainiennes dans des zones très proches de la Turquie contre des navires russes, n'est-ce pas ? Alors, c'est, disons, le tournant qu'il y a en ce moment dans cette zone où ils cherchent en tout cas à tout attaquer. Toutes les positions d'approvisionnement, n'est-ce pas ? C'est l'idée qu'ils ont eue dernièrement, non ? Passons à d'autres sujets également importants. Comment ça va ? Dit Blanca. Je crois, que les ovnis sont des avancées technologiques. Salut Blanca, comment vas-tu ? Non, l'une des théories, les plus connues, n'est-ce pas ? C'est cette idée que peut-être il existe des avancées très 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 importantes de la part d'organisations, qu'elles soient gouvernementales ou privées. Ce sont bien celles-là qui agissent là-haut dans le ciel, non ? Maintenant, comment expliquer ces objets dans les années 40, dans les années 50, ou même à l'époque médiévale, n'est-ce pas ? C'est-à-dire comment expliquer ces objets, ces lumières qui apparaissent soudainement dans le ciel à d'autres époques, n'est-ce pas ? Mais évidemment, là, c'est une grande possibilité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que ce soit même quoi des technologies actuelles, n'est-ce pas ? Et l'autre idée, c'est que ça vienne de l'extérieur. Une autre possibilité, c'est que ça vienne de l'intérieur, non ? Il y a tellement d'idées, non ? Il y a tellement de possibilités, et moi, ce que je crois vraiment, c'est que le phénomène, en fait, ce n'est pas un seul phénomène, mais plusieurs phénomènes, non ? J'ai toujours cru à l'idée qu'il s'agit d'un tas de phénomènes que nous observons et que nous devrions commencer à les cataloguer et à dire, voyons, ce phénomène. C'est comme ça, c'est ça. Nous allons considérer cela comme un phénomène naturel. Ce sont des drones, ce sont des avions, ce sont des satellites, c'est ça. Ce sont des choses étranges, non ? Ce sont des phénomènes intelligents, étranges, n'est-ce pas ? Atypiques, anormaux, non ? Et de là, en fait, regarde, ça ressemble plutôt à de l'énergie. Ça, ça n'a même pas de propulsion, non ? Ce genre de choses. Il y a en ce moment une très forte pression d'un groupe de scientifiques qui exige qu'on révèle une bonne fois pour toutes ce qui se passe avec le sujet extraterrestre. Comme ça, littéralement, non, rien de plus. Ils ne le disent pas. Non, comment on dit ? Ils le disent genre. Je ne sais pas si c'est sérieux ou un peu sarcastique ou quoi, mais il y a plusieurs scientifiques qui disent bon, si vous allez révéler le secret, alors révélez-le complètement, non ? Et voyons, on aborde déjà le sujet de façon très très sérieuse. Voyons de quoi il s'agit, non ? Mais qu'ils le révèlent complètement maintenant. Et ils le disent clairement, on parle d'un sujet extraterrestre. Autrement dit, qu'ils révèlent tout s'il y a quelque chose pour clarifier la situation, sinon passons à la question suivante. À qui appartiennent ces objets ? Comme le dit Blanca, peut-être des technologies ou autres, qui sait ? Mais si c'est ça, je pense que c'est tout à fait valable que chacun ait ses propres théories ou quoi que ce soit, non ? Mais bon, écoutez, en Italie, non ? C'est surprenant, non ? Eh bien, il y a certains groupes qui existent, n'est-ce pas ? Comment ? Tout à coup, et c'est là que je commence à réfléchir à ce secret qui existe, ou qui a existé dans toutes sortes d'organisations. Non. Celles religieuses de pouvoir, des organisations secrètes, tout ce que tu veux, non ? Il y a toujours eu des mafias, non ? En Italie, elles ont toujours été présentes et c'est un sujet dont tu me parlais il y a un moment à propos d'un reportage que tu regardais déjà sur la mafia italienne. C'est intéressant car ceux qui pensent que l'Italie a déjà réglé ce problème se trompent, non. C'est-à-dire les mafias continuent d'opérer parfaitement là-bas, beaucoup d'entre elles légalement dans toute l'Italie, mais elles opèrent à grande échelle, n'est-ce pas ? Dans laquelle, si soudainement les mafias italiennes arrêtaient d'opérer, l'Italie s'effondrerait, l'Italie s'écroulerait, son économie s'effondrerait.
mais ils sont dans l'Union européenne et l'OTAN, tout ce que tu veux. Mais c'est une société et un pays qui, en grande partie, dépend plus qu'on ne le croit de ces groupes, n'est-ce pas ? Y Et c'est pour ça qu'il y a le problème au Mexique, le problème en Colombie, au Brésil, dans beaucoup de pays, même dans d'autres pays dont on ne parle pas autant, où il y a d'énormes mafias, l'Argentine aussi d'ailleurs, et d'autres pays, le Paraguay aussi, qui en est plein saturé, n'est-ce pas ? L'Équateur, inutile d'en parler, il suffit de voir la situation actuelle. Il y aura toujours un pays sur qui rejeter la faute. Si ce n'est pas la Colombie, ce sera le Mexique ou les États-Unis. Ce sont aussi des problèmes internes. C'est-à-dire, ils ont des familles qui contrôlent tout ça et qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, et dans beaucoup de cas, je pense que dans tous, ils ont beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas ? Un vrai pouvoir politique, n'est-ce pas ? Même religieux, non ? La Cosa Nostra, non ? La nôtre, la mafia, ou les différents types de mafia qui existent, continuent d'opérer et continuent d'être là. Mais bon, aujourd'hui, on arrive à démontrer qu'il existe une série de bunkers qui sont apparus parmi les plus sophistiqués, ils assurent, dignes d'un film, n'est-ce pas ? Digne de l'imagination de Martin Scorsese, quelque chose comme ça, tu te dis « Waouh, ça, vraiment, c'est de la folie, n'est-ce pas ?» Les bunkers, n'est-ce pas ? Vraiment, ça te montre à quel point il n'y en a pas. Non, ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de contrôle, c'est qu'ils l'ont tellement bien caché que maintenant, c'est très facile de parler et de rejeter la faute sur le Venezuela ou le Mexique ou sur n'importe quel pays que tu veux, alors que les problèmes sont répandus partout. Et s'il vous plaît, regardez Le Parrain, les 3 volets, si possible. Parce qu'il parle de ça, il parle de comment ces groupes de pouvoir se transforment, se légalisent et s'intègrent dans le système financier avec de l'argent, des armes et du pouvoir. Ils contrôlent une partie des systèmes financiers mondiaux, non ? Alors, face à cela, ils montrent aujourd'hui une série d'images où la police, disons, de ce pays arrive dans certains bunkers souterrains qui, selon eux, sont énormes, n'est-ce pas ? Qui sont là, ce qu'ils appellent des labyrinthes, eh bien, ils entrent, ils assurent que ce sont des labyrinthes qui ont de tout, n'est-ce pas ? Ils ont leur propre salle de bain. Ils ont la climatisation, ils ont, enfin, tout ce qu'il faut, et ils sont aussi cachés. Tu pourrais penser que c'est une zone détruite, une zone, comme ils l'appellent, eh bien, comme en ruine, n'est-ce pas ? Qu'il n'y a absolument rien. Mais à l'intérieur, ils ont leurs opérations, où ils ont leur argent, ils ont tout ce que tu peux imaginer, n'est-ce pas ? Allons voir quelques détails de cette situation derrière les murs, de ce qui semblait être une zone, disons, comme on pourrait l'appeler, comme si elle était abandonnée. Ils assurent qu'à l'intérieur de toutes ces zones, il y a eu des opérations, car on soupçonnait qu'il y avait là quelques cachettes. Mais quand ils sont allés vérifier, ils se sont rendus compte que le problème était bien plus important qu'ils ne le pensaient, non. Et c'est ce que l'on sait, n'est-ce pas ? La police italienne a découvert une série de bunkers qui dépassent tout ce qui avait été vu auparavant lors d'une opération de routine à la recherche d'armes. Les carabiniers, qui sont de la police locale, ont découvert une installation complexe cachée sous une petite maison pratiquement abandonnée à Ordar, en Calabre. Les autorités ne s'attendaient pas à trouver une structure de ce niveau ou de cette taille. Elles pensaient en trouver quelque chose de bien plus petit. Le réseau clandestin était conçu pour cacher une série de fugitifs et faciliter les évasions grâce à différentes sorties. Les enquêteurs ont trouvé une chambre, des salles de bain et des couloirs de fuite considérés comme l'un des noyaux opérationnels de la construction. L'accès principal était totalement dissimulé par une lourde dalle de béton armé. Eh bien, ils disent, eux, que c'était équipé de tout le nécessaire pour y vivre, n'est-ce pas ? La longueur du tunnel avec ses compartiments internes et les systèmes de dissimulation ont amené les autorités à décrire l'installation comme digne d'un plateau de tournage, c'est-à-dire comme dans un film selon eux. L'audience a lieu en ce moment. Sur ce sujet, une enquête est toujours en cours afin de porter des accusations spécifiques contre des personnes. Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas encore annoncé d'arrestation, comme d'habitude. Comme cela se passe ici au Mexique et dans de nombreuses occasions, ils y parviennent. Je veux dire, souvent des arrestations sont effectuées, mais dans beaucoup d'autres cas, non. Dans beaucoup de cas, ils ne le font pas, n'est-ce pas ? Soudain, ils trouvent le tunnel, un tunnel des États-Unis vers le Mexique de plusieurs kilomètres, avec une voie ferrée et tout le reste, mais aucune arrestation. 0 arrestation. C'est-à-dire, c'est bien.
Voilà comment sont les choses, n'est-ce pas? C'est comme ça. Es À l'époque, il y avait les célèbres pirates. Rappelons que certains pirates ont joué un rôle majeur dans l'histoire de la navigation mondiale, n'est-ce pas? Hollywood présente des pirates caricaturaux avec cache-œil et perroquet, mais cela ne reflète pas la réalité. Il faut découvrir les vrais pirates. Nombre d'entre eux étaient des navigateurs expérimentés et aussi des militaires, n'est-ce pas? Ils opéraient en parallèlement au gouvernement, notamment au gouvernement anglais. Par exemple, ils avaient leurs propres pirates pour aller voler des choses aux Espagnols, par exemple. Donc ils les volaient, non? C'est-à-dire, ce que les Espagnols volaient, ici, non? Eh bien là-bas, les pirates, qui étaient en réalité des Anglais, les dépouillaient, mais pour les Anglais, c'était une guerre par procuration. En gros, c'était comme une guerre par procuration à ce stade, non? Mafia et guerre par procuration en même temps, non? L'Angleterre affirmait ne pas les connaître, ignorant leur identité alors qu'ils étaient envoyés par elle. Les pirates arrivaient. Et puis ils intégraient dans leur propre système financier l'or, tout ce qu'ils emportaient, n'est-ce pas? Les épices et tout ce que tu veux, non? Donc eh bien, c'était une pratique qui existait depuis toujours. Avec les mêmes gouvernements, non? Si on nous vend quelque chose de trompeur, il ne suffit pas de regarder le Japon, la Nouvelle-Zélande ou d'autres pays, qui sont soi-disant, entre guillemets, très civilisés, et tu vois comment ces groupes continuent de fonctionner très liés à l'État et tout ce que tu veux. Très ordonnés, très propres. Peut-être qu'ils ne seront pas aussi voyants que, par exemple, les groupes du crime organisé ici qui font tout un spectacle, tout un show. Là-bas, ils sont peut-être un peu plus subtils, n'est-ce pas? En dehors de cela, ils opèrent et existent toujours. Ils gardent leur pouvoir et continuent de faire ce qu'ils veulent sans aucune retenue à ce niveau-là, n'est-ce pas? Il y a aussi d'autres sujets importants. Un énorme salut à Madame Anita et à Daza, en espérant que l'état de Madame Anita s'améliore, s'il vous plaît, on lui envoie une grosse accolade, un grand salut, que Daza aille très bien et évidemment aussi à ta maman. Un immense salut comme One Piece. Au moins One Piece est très noble, non? Et il faut admettre, la noblesse est omniprésente, n'est-ce pas? La noblesse, ce n'est pas seulement ça. Je suis sûr que tu peux aussi trouver ce genre de noblesse partout. En fait, pas vraiment. Et tout comme la méchanceté aussi, tu peux la trouver partout, chez tout le monde. 22. Mais oui, c'est-à-dire, c'est très très intéressant la façon dont c'est traité. Spécifiquement, si je devais résumer One Piece en un mot, ce serait ça, la noblesse, la valeur de la noblesse, non? Et Oui. Maintenant, passons à d'autres points. Comment allait Lycéa? Très bien. Francisco Arce. Salutations. Il salue les papelautas du monde entier. Quoi de neuf, Francisco? Marvin, comment ça va? Comment tu as été? Salutations à toute la communauté qui arrive. Allez, mettez-y du vôtre avec un like et en partageant. Vous savez déjà comment nous soutenir. Soutenir. Les autres sujets, non. D'autres affaires importantes et insolites aussi, il y en a plusieurs aujourd'hui. Écoutez, c'est presque un miracle, non? La description qu'ils font de cet événement qui s'est produit sur le célèbre mont Everest. La seule photo qu'il y a de la personne, c'est celle-ci, n'est-ce pas? C'est le moment où ils l'ont dans un hélicoptère en train d'emmener les secouristes, ou la personne qui, j'insiste, a vécu une situation hallucinante. À vrai dire. Laissez-moi vous raconter le moment où ce qui s'est passé parce que c'était une personne qui était perdue et que tout le monde pensait déjà qu'elle était décédée, n'est-ce pas? Nous on disait non, il est sûrement déjà décédé, il a voulu gravir le mont Everest, il s'est perdu et tout simplement, on ne sait même plus où il est, n'est-ce pas? Un jour passe, puis un autre, et ils ont dit un non, c'en est encore un de plus parmi tant d'autres morts, et resté dans la montagne, n'est-ce pas? Donc c'était bien. Et en plus c'est un guide. Oui, tu vois, il est censé être un expert, mais bon. Non, il n'a pas réussi, non. C'est ce qu'ils appellent un Sherpa, non. Sherpa, non. Un Népalais de 52 ans a été retrouvé vivant après avoir disparu pendant environ 7 jours. Il descendait du mont Everest. C'était un homme très expérimenté de 52 ans en excellentes conditions. Il avait été vu pour la dernière fois le 29 mai.
Alors, combien de jours ont passé? Voyons. Nous parlons de 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on compte qu'il a été retrouvé hier, ça fait 6 jours. Oui, c'est ça? 6 jours, oui. 6 jours, presque une semaine. La nouvelle a donc été qualifiée de véritable miracle. Il est arrivé en rampant au camp de base, mais il est arrivé seul. La nouvelle s'est été qualifiée d'extraordinaire. C'est rare dans les récits de montagne. Il a été localisé par une équipe de nettoyage de la montagne alors qu'il avançait. Ils se sont à peine rendus compte qu'il était déjà sur le point d'atteindre la zone de la base. Après avoir été retrouvé, il a reçu de l'eau et des aliments d'urgence avant d'être évacué en hélicoptère vers l'hôpital de Katmandou. La famille avait déjà pratiquement perdu tout espoir. Ils avaient déjà considéré qu'il avait perdu la vie. Les membres de la famille n'avaient pas encore commencé les rituels funéraires traditionnels, convaincus qu'ils ne le reverraient tout simplement pas vivant. Et lui, avançant encore et encore. Sa femme, qui s'appelle Dagwa, l'a confirmé par la suite. Il était conscient et en train de se rétablir, même s'il présente effectivement quelques engelures dues à l'exposition extrême au climat. Et C'est incroyable. Selon le rapport, il a fallu plusieurs jours avant le déploiement de ressources importantes pour le localiser. Sans succès, n'est-ce pas? C'est aussi la plainte de la famille, qui dit qu'ils ont mis beaucoup de temps à essayer de le retrouver, à essayer de le secourir. Ils ont mis 3 jours à commencer le sauvetage, n'est-ce pas? L'incident a eu lieu pendant la saison, mais le sauvetage, commencé 3 jours après, a duré 2 ou 3 jours avant d'être annulé. Il est ensuite arrivé seul. Cela se passe pendant l'une des saisons les plus fréquentées du mont Everest. Plus de 1000 alpinistes et guides ont atteint le sommet en mai 2026, donc il y a vraiment beaucoup d'activités. Les experts et les Sherpas vétérans avertissent que la surpopulation. Sur la montagne, cela augmente les risques, surtout qu'il y a de plus en plus d'alpinistes inexpérimentés qui participent, et cela génère aussi beaucoup de dangers. Beaucoup d'argent, car au final cela fait aussi partie du tourisme sportif qui arrive là-bas, mais aussi beaucoup de pollution pour la montagne. Et puis c'est aussi de cela que vivent beaucoup de gens, n'est-ce pas? Beaucoup de familles vivent en guidant ces personnes, n'est-ce pas? Au final, ces guides sont vraiment incroyables, non? Ils ont une condition physique très dure et aussi une expérience impressionnante. Eh bien, c'est un miracle, non? Je parle de nouvelles étranges. Allons-y, c'est bizarre. Allons voir ça. Voilà, la prédiction est faite. La prédiction la plus attendue. Qui va gagner la Coupe du Monde? Un super ordinateur. Ici, on ne parle pas de n'importe quel IA. Non, un super ordinateur. Il a fait une analyse dans laquelle ils ont réalisé 10 000 simulations. Je me suis souvenu de celle-ci. C'est qui, lui? Le Docteur Strange? Non, celui qui fait comme 1 million de simulations dans ses univers. 1 million d'univers pour trouver le plus idéal ou quelque chose comme ça. Vous ne vous souvenez pas? Un truc très étrange. Eh bien, c'est un peu ce qu'il a fait sur l'ordinateur, non? Ce super ordinateur Opta a indiqué qu'ils ont fait 10 000 simulations et celle qui est la meilleure. La sélection avec la plus grande probabilité de gagner la Coupe du Monde 2026 est l'Espagne. Selon eux ou selon ces simulations, 16,1% devant, ensuite vient la France. Et ensuite l'Angleterre, puis l'Argentine. C'est dans cet ordre que les super ordinateurs les placent. La plus probable, c'est que ce soit l'Espagne. En deuxième place, ce serait la France, puis l'Angleterre et ensuite l'Argentine. Regardez cette vidéo et voyons si cet ordinateur arrive à deviner ça. La différence est faible aussi, n'est-ce pas? La marge de différence entre les pays. Oui, c'est peu. Il dit que même si la marge de victoire est étroite, cela renforce encore, cela reste très imprévisible, non? Eh bien, parmi ces 48 équipes, disons que celle qui a obtenu le meilleur score dans le superordinateur, c'était l'Espagne, n'est-ce pas? On prévoit que la sélection, eh bien, elle ait plus de chances que d'autres pays, et dans ce cas, Opta calcule les probabilités que les pays suivants finissent en tête du groupe. L'Uruguay pourrait en faire partie. Arabie Saoudite et Cap-Vert, d'après ce qu'il rapporte.
Si le groupe H, avec l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert, opta, dit que l'Espagne serait celle qui finirait en tête de ce groupe, il me semble que ce serait le groupe C, celui-là, si c'est ce groupe. Mais bon, le point est que l'Espagne serait celle qui finirait à la première place. Apparemment, on verra si cela se confirme. J'ai déjà vu plein de prédictions de toutes sortes d'IA et je ne sais quoi d'autre. Je crois que c'est la première fois que l'Espagne apparaît pour moi. D'habitude, c'est le Portugal, mais il n'apparaît même pas dans le top 3 ici, non. Mais bon, c'est là, c'est là. Pour beaucoup de gens, le favori, c'est l'Argentine, mais il n'apparaît pas dans toutes les listes, pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est vraiment la question. Mais bon, passons à d'autres sujets. Je ne sais pas non plus si c'est parce que l'ordinateur veut que ce soit Ronaldo qui gagne, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais bon, il doit avoir ses préférences, non ? Est-ce que ce sont juste des statistiques qui décident ou il y a autre chose ? Regardez. En parlant de faits aussi curieux, regardez ça. Bon, eh bien non. Oui, c'est un sujet très sérieux parce que parfois on trouve des trucs vraiment bizarres sur comment faire pour, je ne sais pas, que tes plantes poussent mieux et tout ce genre de choses. Et parfois, tu trouves des choses où tu te demandes si ça a vraiment un fondement scientifique ou si c'est juste quelqu'un qui a eu l'idée comme ça ou ce qui s'est passé. Et l'idée, c'est que l'urine, tu vois, puisse fertiliser naturellement mais de façon massive les champs. D'après ce que rapporte cette recherche, l'Agence spatiale européenne à Paris avertit qu'il est nécessaire de faire des changements et de prendre des mesures pour éviter une catastrophe dans le domaine de l'alimentation. Et plusieurs recherches y sont en cours, et parmi les conclusions qu'ils ont tirées, ou parmi les découvertes qu'ils ont faites, c'est que les éléments que contient cette substance, disons, seraient essentiels, essentiels pour les aliments. Maintenant, nous allons voir à quoi cela fait référence ou comment on en arrive à cette conclusion, qui, au final, est ce qui est intéressant, n'est-ce pas ? C'est une innovation qui semblait presque impossible à réaliser et qui va changer la façon dont les aliments sont produits. Une start-up suisse appelée Buna Nexus a réussi à développer un engrais entièrement fabriqué à partir d'urine humaine. Elle est recyclée et ce produit recyclé s'appelle Orin. C'est ainsi qu'on l'appelle pour que cela ne sonne pas trop. Ça sonne très similaire, mais bon, Orin. Le système fonctionne déjà dans de grands bâtiments. Les bâtiments récupèrent tout ce liquide, disons humain, n'est-ce pas, et ils le traitent. D'après ce que l'on sait, le système fonctionnerait, par exemple, dans l'installation de l'Agence spatiale européenne, il fonctionne déjà. Dans certains bâtiments officiels, ils utilisent déjà ce type de liquide. La technologie utilise des toilettes spéciales qui séparent l'urine dès l'origine, évitant qu'elle ne se mélange avec d'autres déchets et facilitant la transformation en engrais agricole. Le traitement élimine les antibiotiques, les microcontaminants et les agents pathogènes éventuels. Tout cela est éliminé et passe par un processus de filtration et de pasteurisation à haute température, et le résultat final est un engrais certifié par les autorités suisses et françaises. Cela peut être utilisé pour tout type de culture et toutes sortes de plantes. La pertinence de cette avancée augmente au moment où il y a beaucoup de tensions actuellement sur les marchés des engrais. Il y a des problèmes avec le pétrole, on utilise beaucoup de pétrole pour cela. Et nous savons bien que tout le monde n'a pas toujours cet approvisionnement. En plus, c'est très cher. Et soudain, les prix de ce pétrole, de ce carburant, fluctuent énormément, ce qui complique la production des engrais qu'ils vendent là-bas. Donc si cela pouvait être mis en œuvre massivement dans les pays, surtout ceux qui ont plus de problèmes, on pourrait avoir de l'engrais, disons, quasiment infini pour ainsi dire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, tu n'aurais pas ce problème. Ça est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, par exemple, sachant que l'Ukraine et la Russie sont parmi les plus grands vendeurs d'engrais au monde avec le Moyen-Orient, eh bien tu n'aurais plus cette limite, n'est-ce pas ? Tu aurais des engrais en abondance. C'est un projet, c'est une start-up qui s'appelle Buna Nexus, au cas où quelqu'un serait intéressé, qu'il se renseigne sur cette situation. Le directeur général de cette entreprise affirme que si toute l'Europe recyclait son urine, elle pourrait couvrir environ 30% des besoins en azote actuellement utilisés dans l'agriculture. Ce serait un changement radical, affirme-t-il. Mais bon, ça fait partie des innovations, non ? Comment vas-tu, Aurelio ?
J'ai entendu dire qu'on fertilisait les champignons avec des couches usagées pour les rendre touffus. C'est vrai ? C'est fou. La compagnie les a utilisés, mais la couche qui n'est pas pleine de plastique et tout ça, comment font-ils là-bas ? Comment ça marche ? Aurelio, comment vas-tu ? Un grand salut. Il dit « Mon Dieu, quelle puanteur !» Ceci est selon mes prédictions sur la Coupe du Monde. Je ne sais pas qui va gagner, mais je sais que nous allons tous perdre du temps pendant que les ficelles de la politique sont tirées. La magie où personne ne... Pardon. Il dit où personne ne regarde, n'est-ce pas ? Il dit Leonardo, comment vas-tu, Leonardo ? Un grand salut, très bien. Il dit à juste titre, ils disent « Je vais à mon petit arbre », dit-il. On voyait déjà venir ces vieilles phrases qui, étaient en avance sur leur temps, n'est-ce pas ? Salut, comment vas-tu, Pantherita ? Qatar, comment vas-tu ? Ou non, Kata, comment vas-tu ? Salutations. Bonjour, dit-il, il existe des savons allurés. Je ne savais pas. José dit, s'il te plaît, corrige, lundi tu as dit qu'un candidat à la présidence de la Colombie appelé Bernardo de Espriella ne voulait pas débattre, mais en réalité c'est Yvan qui fait semblant de ne pas vouloir débattre. Donc, oui. En fait, voyons. D'abord, c'est Yvan qui ne voulait pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une question de corriger. Eh bien, j'ai littéralement mis la publication des deux. J'ai mis la publication des deux, donc je n'ai rien à corriger, n'est-ce pas ? Donc voyons, d'abord, il ne voulait pas débattre, et maintenant il veut débattre, n'est-ce pas ? Disons qu'il y a eu un retournement de situation, non ? C'est ce dont se plaignait celui qui a gagné maintenant, non ? C'est que l'autre, quand on lui a demandé « Eh, je veux débattre avec toi », l'autre a dit « Non, moi je ne veux pas ». Et maintenant qu'il est en train de gagner, eh bien maintenant il ne veut plus, n'est-ce pas ? Enfin, c'est comme ça les politiciens. Celui qui est en tête, c'est toujours comme ça, mais c'est normal. Celui qui est en tête fait toujours des manières, n'est-ce pas ? Ou celui qui croit qu'il est en tête, non ? Il fait des manières et dit « je ne veux pas débattre », non ? Il y a aussi des gens qui sont très bons pour le débat et qui s'en fichent. Ils disent « je débat, que je sois premier, deuxième ou troisième, ça n'a pas d'importance ». Il dit que pour les engrais, il n'y a rien de mieux que les excréments d'animaux, dit José Saraté. Comment vas-tu, José ? J'ai vu à un moment donné un reportage où il montrait, imagine certaines plantes que les oiseaux aiment beaucoup. Et ensuite les oiseaux arrivent là, font leurs besoins en mangeant, ils enrichissent le sol avec certains éléments grâce à leurs excréments, n'est-ce pas ? Et à côté, il y avait d'autres plantes qui avaient bien besoin de ce type d'engrais, et donc tu voyais comment tout cela formait un cercle vertueux, pour ainsi dire, n'est-ce pas ? Alors cette plante donne de l'ombre à telle période de l'année, à la période de l'année où l'autre en a besoin, pour je ne sais quelle raison. Et ainsi, tu te rends compte qu'il se passe des choses vraiment folles, vraiment intéressantes. Par exemple, il y avait un cas dans cette vidéo, j'insiste, je ne l'ai plus revue ici sur YouTube. Avant, je l'avais sauvegardée quelque part et je l'ai perdue. Et je n'ai plus retrouvé la vidéo, donc je ne sais pas s'ils l'ont supprimée ou ce qui s'est passé. Mais cette vidéo était très ancienne. C'est une vidéo qui se passe dans une maison à New York où lui le gars, parce que c'est un jeune homme. Toute sa maison, qui était assez grande, était remplie de nourriture, de plantes avec de la nourriture, partout, tout ce que tu peux imaginer. Des ananas, comment ça s'appelle ? Des pistaches, enfin, de tout, vraiment tout, mais il utilisait tout, vraiment. Par exemple, les choses qui sont devant la rue, là où il y a l'asphalte, il dit... Là, en été, il fait très chaud, alors je mets ces plantes ici parce qu'elles ont besoin de cette chaleur. Et ainsi, j'accumulais dans différents endroits, dans le garage, dans la salle de bain, partout dans toute la maison, ça générait plein d'éléments. Et une fois qu'il a réussi à tout installer, petit à petit, il dit qu'il consacrait 40 minutes par jour à tout ça. Tout le reste du temps était libre pour d'autres choses. Donc, ça avait l'air d'être beaucoup de travail. Il disait « Oui, au début c'est vrai, mais une fois que tout est en place, ce n'est plus que 40 minutes pour arroser ce qu'il faut arroser, tailler ce qu'il faut tailler, enfin, 40 minutes et c'est tout. » Et il partait travailler et faisait ce qu'il voulait. Donc c'était très... À Taïwan, on détecte 30 aéronefs chinois près de l'île.
Nous parlons du fait que la Chine dispose actuellement de conditions idéales pour une éventuelle invasion, qui pourrait avoir lieu l'an prochain selon ce que pensent les experts. Pourquoi ? Regardez, d'abord parce qu'ils ont déjà beaucoup d'armes. On estime qu'en réalité, par rapport à ce que la Chine dit posséder, ils en ont environ 60 et quelques pourcents de plus que ce qu'ils déclarent. D'accord ? C'est-à-dire, ils disent qu'ils investissent des millions dans les armes, mais en réalité, ils cachent les vrais chiffres, n'est-ce pas ? Pour que tu ne saches pas toute la quantité d'armes qu'ils possèdent. Bon, ça fait partie de la stratégie. Une autre situation intéressante aussi, c'est qu'il y a eu un certain éloignement des États-Unis avec Taïwan. Ce n'est pas total, mais il y a quand même la promesse de ne pas lui vendre d'armes. Mais aussi avec l'idée que la Chine ne cède pas à la tentation d'intervenir à Taïwan et de prendre tout Taïwan. Mais à l'intérieur de la Chine, regardez, si on met la carte ici, à l'intérieur de la Chine, et ça fait déjà un moment qu'on en parle, dans la partie désertique, ils ont construit toutes les installations identiques au palais du gouvernement de Taïwan. Et c'est là qu'ils font les exercices pour opérer comme en temps réel. Et ils ont une armée spécifique qui est créée et qui opère librement, indépendante même de l'armée chinoise elle-même, d'accord ? C'est-à-dire avec un chef à part, qui n'est rien d'autre qu'une armée spécifiquement destinée à envahir Taïwan. Et là, ils ont même commencé à inventer des choses, par exemple une série de ponts qui, soi-disant, permettraient d'entrer à Taïwan très rapidement. C'est aussi une partie de la guerre psychologique et il y a beaucoup de choses, mais jamais auparavant Taïwan n'a été aussi menacé d'être envahi qu'aujourd'hui. Jamais non plus auparavant il n'a été démontré qu'un pays apparemment petit peut se révéler très grand au moment de réagir. Je veux dire, on voit ce qui s'est passé avec l'Iran, on voit ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Ce sont donc des pays qui, en théorie, devraient être très faciles à contrôler. Et pourtant non, n'est-ce pas ? Mais il y a une énorme différence. Taïwan a un budget bien plus important et se prépare depuis bien plus longtemps à ce moment. Mais la Chine aussi, c'est un très grand pays. Un pays qui investit beaucoup dans les armes, n'est-ce pas ? Et avant, ils étaient. Au début, c'était rare que la Chine mène des manœuvres militaires autour de Taïwan, et c'était très scandaleux. C'est devenu tellement normal que même les médias ne réagissent beaucoup plus, n'est-ce pas ? Ils n'en parlent presque plus. Et avant, c'était aussi rare qu'il y ait des exercices avec des armes réelles. Maintenant, il y en a tout le temps. Environ 32 sur 3000, 233 navires patrouilleraient autour de Taïwan au cours des dernières 24 heures. C'est le chiffre le plus élevé jamais enregistré. En 2 mois et demi, dans le contexte de ces tensions entre Taipei et Pékin, surtout après cette réunion entre les États-Unis et la Chine, eh bien, cela ne diminue pas et continue d'évoluer. D'un autre côté, la Chine est également en colère contre les États-Unis maintenant, à cause de ce qu'a dit Marco Rubio sur Tiananmen. Le gouvernement chinois a de nouveau souligné que ce qui s'est passé en 1989 est une affaire classée et a averti que Washington cherche à déformer les faits et à s'immiscer dans des affaires intérieures. Le gouvernement chinois soutient qu'une conclusion claire a déjà été établie sur les événements de Tiananmen en 1980 et accuse les États-Unis de déformer les faits et d'ingérer dans ces affaires après la déclaration du secrétaire d'État américain Marco Rubio. C'est-à-dire ce qu'a dit hier Marco Rubio, c'est qu'aucune tentative ne peut effacer de l'histoire ce qui s'est passé le jour de Tiananmen, n'est-ce pas ? Donc face à cela, sans même donner beaucoup de détails ni rien, il y a évidemment eu de l'agacement de la part de la Chine, n'est-ce pas ? Rubio a affirmé qu'aucune censure ne peut effacer le passé, et il a assuré que ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre la liberté d'expression et de réunion pacifique seront un jour réhabilités. Le chef de la diplomatie américaine a souligné que le 4 juin marque les 37 ans depuis que le Parti communiste chinois a ordonné à l'armée d'exécuter des milliers de manifestants pacifiques sur la place Tiananmen et dans ses environs. Et cela a évidemment beaucoup dérangé la Chine, n'est-ce pas ? Cette situation. Bon, voilà pour ce sujet. Passons à d'autres questions importantes. José dit « Ici dans ma ville, on vend du fumier de différents animaux. La seule chose, c'était qu'une fois appliqué, il faut 1 ou 2 semaines pour que l'odeur disparaisse, mais c'est excellent pour toutes les plantes. » José dit « Tu vois donc, oui. Je croyais qu'ils empêchaient telle odeur, mais non, ça pue.
C'est fou, dit-il. Cet avion est un oiseau noir. Il dit « Comment ça va, Nicaragua ? Salutations !» C'est un type d'avion. L'oiseau noir ou littéralement un oiseau noir. Il dit « Gazur, le pire problème des champs loués, c'est que lorsqu'ils récoltent le maïs ou le sorgho ou autre chose, ils enlèvent tout en faisant des rouleaux et ne laissent rien sur la terre pour conserver l'humidité. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas la terre se reposer, n'est-ce pas, Gazuro ?» C'est à cela que tu fais référence ? Oui, c'est un problème, non ? De quoi ? Eh bien, la terre nécessite un certain traitement et tout à coup, il faut produire autant et ils ne veulent pas de terrain vide. Et ensuite, on ne laisse pas la terre faire son travail non plus, n'est-ce pas ? Oui, j'imagine que c'est à cela que tu fais référence, non ? Monisha affirme que Jésus s'en prend aux membres de l'ONU qui ne les rejoignent pas. Elle ajoute « Oui, Monisha, nous en avons parlé il y a peu. Ce sujet n'a pas été abordé dans ce direct. Nous ferons le résumé des rapports tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ils vont commencer à apparaître par là. » Il dit non, merci à Monisha. Salutations Élyséo, comment vas-tu ? Kata ? Il dit que la paille s'en va. Elle est utilisée pour les cochons avec leurs excréments. Elle est utilisée comme engrais. Il dit, Kata, pourquoi Gorky ? Il dit que si c'est super fermenté, l'odeur quand tu ouvres le sac, c'est foutu. Mes enfants fuient en courant car ils n'aiment pas l'odeur. Évidemment non. Oui, j'imagine. Bon, passons à d'autres sujets. Il me semble qu'on a quelques sujets en suspens, ou peut-être plus, je ne sais pas, s'il y a des sujets en suspens. Écoutez, le chef militaire de la Lettonie avertit que la Russie pourrait profiter de cet avantage avec l'utilisation de drones pour attaquer les pays baltes avant 2028. En fait, ce que dit la Lettonie, c'est qu'à partir de maintenant jusqu'en 2028, la Russie envisagerait d'attaquer avec des drones, ayant un avantage opérationnel et d'expérience grâce à la guerre avec l'Ukraine. Et il dit que la Russie prend un avantage militaire avec les drones sur les pays de l'OTAN qui ne se développent pas. Sur ce point, leur plus grande fenêtre d'opportunité serait pour 2028, et à ce moment-là, l'OTAN ne serait toujours pas prête dans ce domaine. Eh bien, ce sont les calculs, du moins ceux du commandant des forces armées de Lettonie, le général Kaspar Poundian, qui aurait donc dit ou averti de ce risque, n'est-ce pas ? Et cela surtout parce que ce sont des pays très proches et proches de la Russie, et ils craignent donc cette possibilité d'une attaque. En parlant de la Russie, il va y avoir le mois prochain un match très curieux, très étrange entre la Russie et les États-Unis de hockey, un match de hockey. Moscou sera le lieu du match de hockey sur glace entre les États-Unis et la Russie. Le mois prochain, le président Vladimir Poutine a proposé pour la première fois l'organisation de cet événement. Des matchs de hockey entre Russes et Américains organisés dans les deux pays lors d'un appel avec le président Donald Trump. Cela a été discuté en mars 2025, et donc, en théorie, cela devrait avoir lieu le mois prochain. L'événement coïncide avec le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, qui est célébré le 4 juillet. Il a dit « Espérons que cela aidera à faire fondre la glace qui s'est formée entre nous », aurait dit le même président russe, n'est-ce pas ? Alors bon, ça va être un sujet curieux, non ? D'ailleurs, en Russie, c'est aussi un mouvement très étrange parce que ils ont sanctionné un adolescent britannique parce qu'il a fait un rapport sur un présumé blanchiment de crypto-monnaies soutenu par Moscou. Alexandre Broder a affirmé que la décision de Moscou de le sanctionner était un insigne d'honneur. Bien sûr, imagine un gamin de 17 ans qui fait une analyse. Une analyse avec des preuves vérifiables, n'est-ce pas ? De comment le Kremlin utilise les crypto-monnaies pour contourner les sanctions. Un petit gars de 17 ans, mais plutôt intelligent. Et la Russie lui dit « Eh bien, tu es une personne sanctionnée par la Russie. Donc non, s'il va en Russie, il ne pourra pas faire grand-chose parce qu'il est sanctionné, n'est-ce pas ? Et il ne peut pas faire des affaires avec des Russes parce qu'il est sanctionné. » Évidemment, il dit qu'il n'avait même pas prévu de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Mais bon, pour lui, il dit que c'est comme un honneur. Pas que la Russie le sanctionne, parce que c'est comme une récompense, en fait, n'est-ce pas ? Je veux dire, l'adolescent avec 4 autres citoyens britanniques. Ils sont désormais interdits d'entrer en Russie. Ils n'avaient pas prévu d'y aller, mais bon, évidemment, le rapport s'intitule « Comment affronter l'hydre des finances illicites sur les marchés des crypto-monnaies ».
protéger les investisseurs particuliers et freiner l'exploitation hostile de la part des gouvernements. Et à l'intérieur, il s'agissait aussi d'une critique envers plusieurs gouvernements inactifs sur l'usage de certaines crypto-monnaies, pas seulement envers la Russie, pour financer des choses illégales dans de nombreux cas. N'est-ce pas ? Donc, c'était le travail que ce jeune homme a fait et la Russie s'est vraiment fâchée parce qu'ils ont mis en évidence plusieurs problèmes qui n'avaient pas été publiés. N'est-ce pas ? Ça dérange, non ? Un autre sujet qui attire aussi mon attention, c'est ce qui se passe en Albanie, où ils protestent contre un complexe touristique qu'on veut construire. Vous savez qui ? Jared Kushner. C'est-à-dire Jared Kushner avec d'autres investisseurs, ils construisent un complexe touristique en Albanie et les gens, ça ne leur a pas plu. Des groupes de défenseurs de l'environnement affirment que les travaux ont commencé dans la zone côtière protégée et que cela va nuire à l'environnement de la région, et que le projet va causer beaucoup plus de problèmes graves qu'il ne créera d'emplois. N'est-ce pas ? Donc voilà, c'est une partie du conflit qui est en train de se produire là-bas. Et d'ailleurs, un autre point intéressant, c'est qu'il y a plus d'argent. De la façon dont ces manifestations se déroulent là-bas à Bruxelles, n'est-ce pas ? Et nous en avons parlé, n'est-ce pas ? Ces manifestations, ces émeutes, ont déjà suscité plusieurs rapports et réactions importantes de Bruxelles. Selon le rapport, aujourd'hui il y a eu des affrontements entre les manifestants et la police de Bruxelles lorsque les manifestants, qui sont surtout très en colère contre le secteur éducatif à cause d'une série de restrictions qu'ils imposent. De réformes plutôt. La police a utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants et ces derniers ont lancé des débris, détruit des vélos, vandalisé des panneaux de signalisation, entre autres choses. La police de Bruxelles a recommandé à la population d'éviter la zone proche de la gare et les médias belges informent également sur les manifestations dans d'autres villes comme Namur et Charleroi. Aujourd'hui aussi, il y a d'importantes manifestations là-bas, n'est-ce pas ? Le gouvernement de la communauté française de Belgique supervise cette question et prévoit d'augmenter les frais d'inscription, ce qui n'a pas plu aux étudiants. C'est-à-dire, ils vont augmenter le coût. Si ? Oui, puis d'autres groupes les ont rejoints. Maintenant, ils accusent les migrants ou disent que ça ne brûle pas. Qui sait ? Le fait est que ce qui a vraiment augmenté dans l'éducation, c'est que le paiement va passer de 835 € à 1195. 1194 €, ce qui fait à peu près 1200 et quelques, environ 1300 $. Cela concerne de nombreux étudiants pour qui c'est déjà cher. L'augmentation est vraiment disproportionnée. C'est une augmentation de 35% et cela leur a semblé excessif, ce qui a provoqué des protestations et des troubles que nous avons déjà vus il y a quelques instants, n'est-ce pas ? C'est aussi une partie de ce qui se passe dans ce pays. Passons donc à d'autres sujets importants. Déjà, le problème avec le Congo, en République démocratique du Congo, et l'Ebola est assez grave, et en plus ils deviennent agressifs envers ceux qui essaient de les aider. Donc, le sujet ici, situons la zone, en République démocratique du Congo, il y a plusieurs foyers, ce n'est pas un seul foyer, c'est un très grand pays. Il y a une épidémie dans une partie, 2 épidémies, d'abord une a commencé ici et l'autre s'est produite plus au nord, et une autre épidémie dans une province qui se trouve de ce côté de la frontière avec l'Angola, et ainsi de suite, n'est-ce pas ? Et ensuite, il y a eu des cas en Ouganda, des cas au Soudan du Sud, n'est-ce pas ? On en a aussi parlé ici, non ? Des cas ici et là, n'est-ce pas ? Donc, en ce moment, on signale une attaque qui a eu lieu en République démocratique du Congo contre une équipe chargée d'enterrer les personnes touchées par l'Ebola. Pendant que les cas continuent d'augmenter, la famille Cho veut enterrer ses proches à sa manière, mais on leur dit que non, ce n'est pas possible parce que c'est un risque pour eux-mêmes. On leur dit « Vous devez suivre un protocole et les fossoyeurs sont des personnes spécialisées, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. » Ils portent des combinaisons et sont bien protégés. Et non. Les habitants ont attaqué cette semaine une équipe d'inhumation de personnes décédées d'Ebola dans la province du Sud Kivu. C'est-à-dire qu'en plus du risque que courent dans les personnes qui s'occupent d'enterrer celles mortes de l'Ebola, elles doivent aussi faire face à des familles mécontentes et agressives. À cause de cela, n'est-ce pas ?
Cela a obligé les secouristes à abandonner les cercueils et a accru les craintes d'une transmission accrue, selon le ministère de la Santé. L'attaque a eu lieu lundi à Katana, une ville contrôlée par les rebelles AFC M23 à environ 30 km de la capitale, à Bakakou, ou plutôt Bakabu. Selon le ministère et le directeur de l'hôpital local, la situation reste donc toujours incontrôlée. Comme le disait déjà le docteur Pedro Zadano, le directeur de l'OMS, il expliquait que c'est un désordre parce qu'on ne suit même pas correctement les cas des contacts qui ont été proches de personnes atteintes d'Ebola. Donc en fait, on ne sait même pas. C'est-à-dire, on ne sait pas où ils sont, ni combien ils sont, rien du tout. En fait, il n'y a aucun suivi de ce problème. Et face à cela, ce qui se passe, c'est que le problème peut se propager à d'autres pays d'Afrique et aussi, il se peut qu'il s'étende à d'autres régions du monde, n'est-ce pas ? Donc, restons attentifs à ce sujet parce que ce n'est pas fini. Ça reste un vrai problème. Et voilà, on vous tiendra au courant au jour le jour, n'est-ce pas, sur comment évolue toute cette situation. Passons aussi à d'autres sujets importants. Merci. Un phénomène très curieux est en train de se produire ou va se produire. Non, c'est déjà en train de se produire, en fait. Il entre dans l'Atlantique. Regardez comme ce phénomène est étrange, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Non, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ni rien, mais je ne sais pas si vous remarquez quelque chose. Vous le remarquez ? Oui, réalisez-vous ce qui se passe ? C'est complètement fou. Les vents arrivent vers le Sahara et toute cette région du Sahel et ils transportent toute la poussière, tout le sable, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des grains de sable, mais des particules plus fines. Appelons ça la poussière du Sahara, d'accord ? Et elle est transportée à travers tout l'Atlantique. Et les courants d'air, les vents l'emmènent jusqu'en Amérique, au Mexique, à Cuba, à la République. Comment ça s'appelle ? La République, en fait, plutôt Cuba. Non, cette fois, ce ne sera pas en face de ceux de la République dominicaine. Ça ne va pas lui arriver. Je pensais que oui, mais non. Ça va arriver à Porto Rico. Ça contourne la République dominicaine, mais le problème c'est que les vents font ça. Ça arrive ici et ça repart. Ils repartent et retournent encore une fois vers l'Afrique. Ils font le tour de tout l'Atlantique et les vents sont en train de revenir. Passons à l'explication de ce phénomène. D'après les rapports, le phénomène se produit à cause du fameux anticyclone des Açores qui domine la circulation atmosphérique dans l'Atlantique Nord. Autrement dit, cette partie correspond au courant normal. Mais ici, dans la partie la plus au nord de l'Atlantique, un phénomène anticyclonique domine et cet anticyclone fait venir les vents par ici. Que va-t-il se passer ? Eh bien, toute cette zone va avoir, disons, une visibilité un peu plus brumeuse, avec même une légère teinte orangée. Cela arrive parfois, mais c'est très très léger. Ça se remarque surtout au coucher ou au lever du soleil, c'est-à-dire plus orange que d'habitude, surtout au coucher du soleil. Donc ce vent revient, il ramène tout par ici. Regarde un peu, c'est quand même curieux, non ? C'est à cause d'un phénomène anticyclonique, sinon cela n'arriverait pas. Cela fait que la poussière va d'abord vers l'Amérique, puis elle dévie à nouveau vers l'Afrique et aussi vers l'Europe d'ailleurs. C'est-à-dire depuis l'Amérique, elle revient et il est possible qu'elle atteigne aussi l'Europe, l'Espagne, le Portugal et tout ça, non ? Regardez, voyons si on peut se placer de ce côté. Vous voyez comment elle revient ici, mais parfois, regarde, tu vois comment elle arrive à toucher un peu l'Espagne. Regarde, là, c'est ça. Voilà, l'Espagne, le Portugal, etc. Vers vendredi et samedi, ils vont arriver en Espagne, au Portugal, en France, en Italie. Autrement dit, une grande partie de l'Europe, surtout le sud. Oui, ils seront aussi un peu touchés, mais cette poussière vient d'Amérique.
C'est-à-dire, d'abord, ça passe, ça n'arrive même pas. En fait, ça arrive. Ça fait le tour du Mexique et ça repart, non? Donc ce phénomène est vraiment curieux, non? C'est étrange. Bon, enfin. Comment ça va? Comment vous allez? Merci beaucoup de nous accompagner. On va lire les commentaires et discuter un peu. Comment tu vas, Panterita? Salut! Eliseo José a Nicoli Franco. Salutations et santé à la famille depuis Cordoba, Argentine. Il dit que Villa Carlos Paz est notre nouvelle résidence. Maintenant, il dit que nous retournerons en Andalousie pour récupérer quelques affaires et nous reviendrons ici pour vivre. Donc vous vivez maintenant en Argentine. Regarde ça, Nicoli Franco. C'est intéressant. Donc maintenant, vous allez être de ce côté-ci de l'Amérique. Génial, non? Bienvenue sur le continent. Et nous, tu sais quoi, on part pour l'Espagne. Non, tu ne le crois pas, hein? C'est super, c'est super. Bon, j'allais dire qu'on serait plus proche, mais non, pas vraiment, non. C'est à peu près la même distance du Mexique à l'Espagne que du Mexique à l'Argentine, non. Je pense que c'est environ 11 000 km, mais ça dépend de la région d'Argentine, le pays est très long. Alors, eh bien, salutations, non? Et puis, quel beau changement, la bâche. Il dit, c'est un avion, pas un oiseau, ou pas. C'est Tuberman, salutations, comment vas-tu? Bonjour. À toute la communauté qui arrive, super. Je vais faire une petite expérience, pas que ce soit nécessaire maintenant, vraiment, mais si jamais c'est nécessaire, s'il y a un nouveau rapport, s'il faut aller aux toilettes, n'importe quoi. Avant, nous avions configuré une méthode. Pour lancer une pause, donc je vais lancer la pause avec un compte à rebours pour voir si c'est possible, non? Il m'indique une pause d'1, 2, 3 ou 5 minutes. Je choisis 3. Je ne vais pas l'arrêter avant, mais je vais la mettre sur 3 pour voir ce qui se passe, non? Nous sommes là, nous continuons, je vais juste le mettre parce que nous l'avons activé et si jamais c'est vraiment nécessaire, surtout quand ce sont des directs un peu plus longs. Au cas où, non, parfois il est nécessaire de faire une pause, donc je vais le faire. Et voilà, on revient dans moins de 3 minutes, d'accord? Alors ça se passe comme ça, bon là la pause s'est activée, donc ici je dois appuyer ici et je dois appuyer de ce côté le. C'est bon, non, c'est déjà programmé. Parfait, parfaitissime. Celui-ci est proposé, non? Eh bien, il est proposé, non? Et celui-ci a de la musique ou il n'a pas de musique? Je demande, sinon je pourrais ajouter de la musique après. Il y avait de la musique ou c'était juste comme ça, en silence, ou comment ça se passe? Je pense qu'ils sont silencieux, mais dites-le moi. Sinon, on va mettre un peu de musique ou quelque chose comme ça, non? Mais bon, ça va, ça va. Merci beaucoup de m'avoir attendu un petit moment là. En attendant, allons voir les commentaires, voyons comment ça se passe. Aujourd'hui, eh bien, c'est très mouvementé. Aujourd'hui, eh bien, que puis-je vous dire? Ce sont des journées. Disons, voilà.
C'est au moins curieux pour moi parce que d'un côté, il y a la Coupe du Monde que, évidemment, on ne peut pas ignorer, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas mon intention de parler de football tout à coup, ni rien de tout ça, pas du tout. Mais évidemment, il va y avoir des nouvelles. Liées à la Coupe du Monde et qu'il faudra commenter en temps voulu, il suffit juste de voir ce que dit le rapport, n'est-ce pas? Juste le rapport, ce qui se passe comme cette technologie qu'ils ont maintenant, qui dit qu'il va y avoir une, soi-disant, comment ils appellent ça, une prédiction, non. Je ne sais pas vraiment à quelle prédiction je pourrais me référer, mais en vérité, tout le monde semble en parler. Reprendre, oui, on a déjà repris, la pause est terminée. Ok, ça marche, je te préviens, et tout ça sur YouTube. C'est super, non? Quelqu'un demande ici, il demande. Qui est le président d'Haïti? Il change souvent de Premier ministre et de conseil de politiciens. Je ne pense pas que ce soit tous les 3 ou 6 mois, mais il change régulièrement de politiciens. Parce qu'il n'y a pas d'élection en ce moment. Parce que ce serait impossible quand 95% est contrôlé par les gangs. Ce serait comme impossible qu'il y ait des élections libres. Alors, le gouvernement qui était là s'est organisé, vous vous souvenez qu'ils ont éliminé un président, ils l'ont enlevé, ils ne l'ont pas tué, n'est-ce pas? Alors ils ont formé une junte et ils ont dit « Nous allons avoir un gouvernement provisoire et il y aura, disons, tant de personnes et chacun va exercer le pouvoir à tour de rôle jusqu'à ce que nous contrôlions tout ce problème, n'est-ce pas ?» Toutes les bandes, ces bandes ont aussi commencé, il faut se rappeler, à cause des mêmes politiciens, chaque politicien avait sa bande qui le soutenait et le protégeait. Et il mettait la pression sur les autres politiciens, et ainsi de suite. Soudain, ces bandes ont pensé « Pourquoi avons-nous besoin de politiciens? Il vaut mieux dominer nous-mêmes. » Et ils ont voulu entrer en politique, mais les politiciens n'ont pas aimé ça, et ils se sont retournés contre eux, et alors ça a créé une sorte de guerre, n'est-ce pas? Interne, très étrange, n'est-ce pas? C'est eux qui ont déclenché les ennuis, non? Donc oui, je veux dire, il ne faut juste pas qu'on oublie cette partie-là, non? Leonardo, comment tu vas? Évidemment, j'ai beaucoup simplifié, c'est bien plus complexe que ça, mais disons que c'est une explication qu'on peut à peu près comprendre. Il manque l'intro, il dit de ces Pépé en direct, il dit « Depuis moi, tu as tout à fait raison. C'est ça, je m'en suis souvenu ces jours-ci, il faut que je la cherche. » Elle est dans le dossier, je ne sais pas, on a plein de dossiers de musique, et j'aimerais à peu près savoir où elle est pour changer un peu, tu vois? Pour changer un peu, oui, ça va. Il dit oui, je me souviens de José, pas plus d'eau, mais envoie-moi un peu. Il dit allons prendre un morceau de pastèque, c'est bon, délicieux, salutations. Bon appétit à ceux qui mangent. D'ailleurs, bon appétit à vous. Moi aussi, je vais bientôt manger, non? Dans 10 minutes, à peu près, j'irai manger, non? Donc, bon appétit. Profitez-en maintenant, parce que je pense qu'à cette heure-ci, du moins pour nous, c'est assez courant de manger, non? À cette heure-ci, à peu près. Je ne sais pas à quelle heure vous avez l'habitude. Ici, il est 2h20 de l'après-midi et chez toi, José, il est midi, non? Il est environ midi 20 ou 1h20. Je ne me souviens plus exactement du décalage. Normalement, c'est 2 heures. Mais je crois qu'en ce moment, c'est 1 heure, il dit, de différence entre la Californie et Monterrey. Et si, eh bien, je ne sais pas si c'est parce que Bukele a envoyé ou non un groupe. Non, en tout cas, ils n'ont rien envoyé. Je ne sais pas, peut-être des renseignements, mais pas pour une opération. Il s'était proposé à un moment, tu te souviens? En fait, ça ne s'est plus fait. Il dit « Nous sommes aveuglés, pardon, foutus », dit Monisha. « Salut Monisha, comment vas-tu ?» Il dit « Haïti est déboisé, l'image satellite le montre. » Oui, Miguel, il faut se rappeler que leur déforestation a déclenché la débâcle. Un dictateur tué? Eux, pour éviter que d'autres groupes rebelles ne se cachent, ont commencé à déboiser tout Haïti entièrement. Ainsi, ils ont enlevé les arbres pour que les groupes subversifs de l'époque ne puissent pas se cacher. Et la décision la plus absurde qu'on puisse imaginer, non? Enlever les arbres pour qu'ils ne puissent pas se cacher, imagine-toi. Ce genre de décision très typique d'un dictateur, non? Oui, ils l'ont fait, mais ils ne sont jamais revenus reboiser, alors qu'il faudrait vraiment reboiser tout ce pays, non? Il dit aussi, nous avons, dit-il, l'habitude, c'est-à-dire, vous mangez à 14h, donc là, maintenant, c'est l'heure du repas, donc plus ou moins, oui. Il disait que la petite musique ressemble à celle des super-héros, n'est-ce pas? Super-héros, oui, tu te rends compte que... Ça donne vraiment l'impression que Spider-Man va arriver, ou je ne sais pas, quelqu'un va passer par là, c'est ce qu'il dit.
Non, 1h20. Ok, 1 heure, rien de plus. Super. Bon, j'en profite pendant que vous mangez. Certains dînent déjà en Espagne ou ailleurs en Europe. Je suis avec mon petit chien Moreau en train de regarder les infos, très attentif et on adore. Alors merci beaucoup Léonard et salutations à Moreau aussi, qu'il profite de l'émission, n'est-ce pas? Dis-lui de s'abonner à Léonard s'il te plaît. Eh bien oui, abonnez-vous, non? À ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous le demande, d'accord? Donnez-nous un coup de main avec ça, abonnez-vous et, eh bien, je suis reconnaissant envers toute la communauté qui nous regarde en différé aussi, n'est-ce pas? Je disais, j'ai mangé à 12h30, donc toi tu as mangé, tu fais partie de ceux qui mangent tôt, c'est super, c'est super. Aujourd'hui c'est pâtes et poulet, pour moi non, pâtes et poulet, n'est-ce pas? Pour ceux qui voulaient savoir, pour ceux qui ne savent pas quoi manger aujourd'hui, il dit salut, comment ça va? Garman est là. Garman, salut, comment allez-vous? Très bien. Karim dit salut, comment ça va? Très bien. Karina, quoi de neuf? Comment vas-tu? Comment tu te sens? Super que tu sois là. Qui d'autre est ici? Éliseo, salutations. Super. Mamie Duran, comment va Mamie Duran? Gros bisous à toi aussi. Quoi de neuf? Super, Vert. Oui, si c'est des pâtes. Oui, bien sûr, des pâtes. Des pâtes. Maintenant, je ne sais pas laquelle. Ma préférée, c'est Alfredo. Non, définitivement. Mais je ne sais pas laquelle c'est. Je ne sais pas laquelle on va regarder, mais je veux dire que ma préférée, c'est celle-là, il dit. C'est au poulet. Ton poulet est super bon. Alors bon appétit aussi à tous ceux qui sont en train de manger. Je pense que je vais y aller. Merci beaucoup. Dans 5 minutes, je serai sûrement en train de manger. Grosse salutation. À plus tard. On continue à mettre à jour les infos. Rappelez-vous que ce soir, nous sommes en direct, longuement et en détail. Évidemment, s'il se passe quelque chose d'urgent, on peut apparaître à n'importe quelle heure, mais je veux dire, le soir, notre soir, heure de Mexico, maintenant, heure de Mexico. Nous sommes là vers 8h30, 9h, c'est à peu près l'heure à laquelle nous pouvons passer en direct, non? Donc voilà, je vous embrasse et portez-vous bien, à plus tard, salutations. Nous interrompons votre programme habituel. Merci de nous avoir suivis, à bientôt. Interrumpimos su programación habitual. Gracias por sintonizar la verdad. Esto es Pepe en vivo. La verdad es intensa. Lo insólito es real. Aquí lo analizamos, enfoque global. No te quedes fuera, conecta al canal. Pepe en vivo controlando la señal. Pepe y Astrid tirando la neta. Periodismo crudo, aquí se respeta. Activa la alerta, no pierdas la pista. Hasta la próxima. ¡Sí, señor! Pasamos lista. Suscríbete. Pepe en vivo, en la casa. Et un grand merci à Karina pour ce super chat. Merci beaucoup Karina. De grosses salutations à tous ceux qui nous soutiennent. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À plus tard.